Ah, OK, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que les gens m'entendent? C'est difficile de répondre non à une question comme celle-là. Hein? OK. Est-ce que les gens m'entendent? Non. Ça se peut pas vraiment. Hey, finalement, Lucie, c'est qui est allé au football? T'es-tu? Il est allé? Ah, il y a eu tout qu'un match, est-ce qu'il fait? Il y a eu tout qu'un match, hein? Ben oui. Non. Ben, il y a les deux, en fait, parce qu'on a un diversier mondial qui s'appelle Loomis, là, qui est chez Clarington. Lui, il est vraiment, c'est premier quartile partout. Sinon, les fonds à la pièce, là, on peut facilement bâtir des fonds à la pièce. Là. Puis c'est vrai, il est quelle heure, là? Hein? Il est 10 heures, donc ceux qui veulent un café, c'est le temps. Là, faut juste me... Tu vas-tu rester là tout le temps, toi? Oui. Pour vrai? Oh, God. Ah! Ça y est. OK, c'est toi la... Bonjour tout le monde. Hey, quand même, on va être 4. Non, mais je suis toujours impressionné de savoir qu'à distance, on ne sait jamais combien il peut y avoir de personnes. Puis, Il est supposé en avoir 4. Il y en a 2 de logués. OK. Il est supposé en avoir 2. OK. Fait que là, si je me souviens bien, je pèse là-dessus, puis ça déroule. Ça donne... Ah! Y a-tu déjà une question? Plus fort? Bonjour. OK. Bonjour. Bonjour. Non, non, c'est correct. Ben, c'est encore low bat, mais les gens m'entendent. Fait que c'est correct. Ouais. Allez-vous rester sur le côté de même ou vous allez vous rasseoir là? Juste pour moi, pour savoir. C'est bon, ça. De toute façon, vous n'avez pas rien d'écrit, tout est marqué là. Ouais, je la mets en PDF, elle est beaucoup moins lourde en PDF. Ah, vous pouvez tout avoir. De toute façon, tout ce que nous, on présente, on est très à l'aise de vous le laisser partir avec, sauf qu'on caverbe tout ce qui est... Non, mais de toute façon, hein, avec la liste des présences, vous allez mettre votre adresse courriel, puis nous, on va vous envoyer ça. Ils sont tous enregistrés, ils sont tous sur notre site web. Toutes les présentations qu'on donne sont sur notre site web. En plus, tu les laisses en PowerPoint ou tu les mets en PDF? Tu les laisses en PowerPoint? Non, ce qu'on enregistre là. C'est en PowerPoint? OK. Juste m'assurer que des fois, c'est parce qu'on peut... Non, c'est YouTube. Non, c'est vidéo. Le vidéo, il est là? J'ai pas consenti à ça, moi, cette histoire-là. C'est Mikey en plus, tout. Même si je mets ça. Hein? Ouais, là, je commence à me demander. Ben, bonne nouvelle, finalement, régime épargne-études. Je suis très content de vous présenter ça ici. Tout le monde est à l'aise avec les régimes épargne-études, sauf en ligne. Est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux en régime épargne-études? On va peut-être voir la réponse des gens parce que, dépendamment de la réponse qu'on va me donner, ça se peut qu'on aille très vite sur les notions de base. OK? Parce que les notions de base, oui, pour être capable de comprendre les stratégies, il faut comprendre les stratégies. À l'aise, parfait. Il y en a un qui ne l'est pas, parfait. Fait qu'on va y aller par respect pour tout le monde qui est là. On va y aller tranquillement, mais tu sais, si jamais il y a des questions, ça va être la boîte de chat va être assez intéressante pour ça. Donc, on va voir ce matin qu'est-ce qui est un REE, les statistiques, comment ça fonctionne, notre offre de produits. Le processus de vente, on ne le fera pas ici parce qu'il faut se connecter à l'espace conseiller pour avoir une signature électronique parce que vous savez que depuis un certain temps, on peut faire le processus entièrement électronique. Oui. Oui, je l'ai fait pour ma fille, là, ça a pris un gros 10 minutes. Tout en ligne. Les formulaires sont remplis. Tu as fait la signature électronique aussi? Tout. C'est vraiment pas long. Voilà. Puis la paye, es-tu rentrée? Elle est rentrée 5 jours plus tard. Puis ce qui est le fun avec le processus électronique, c'est anti-erreur. Parce que ceux et celles qui en ont fait des régimes épargne-études, quand on commence à remplir l'ouverture de compte, principal responsable, ajout de bénéficiaire dans un familial, transfert d'une autre institution, ça devient à un moment donné un peu lassant. Oui. Oh oui, parce que c'est les... Tout se remplit tout ça. Mais c'est pas annexe A, annexe B, annexe C, quelle forme. Mais non, c'est rempli. Dans le fond, c'est quoi l'adresse de ton client? Une fois que l'adresse est indiquée, elle va se répliquer partout là où l'adresse est importante. Fait que, ça évite carrément de dire, tu sais, j'en ai-tu montré là-dedans? Je pense que j'en ai pas, mais on avait pris un imprimé-écran demandé d'une proposition qui avait été faite. Là. La personne a écrit de façon épouvantable dans le sens que non, c'était quelque part, c'est grande prairie, quelque part, là. Puis, tu sais, il avait écrit, là,
raturé, réécrit par-dessus, raturé en disant « arrangez-vous ». Tu sais, ça, c'est le gouvernement. Là. Vu que ça implique des sommes du gouvernement, il faut que ça soit clair. Tu sais, si tu fais une erreur dans une date de naissance, ou même si 4 fois sur 5, la date de naissance est bonne, ben, on ne peut pas prendre pour acquis que c'est celle-là qu'on utilise partout. Fait que là, back and forth tout le temps. On avait un taux d'erreur d'à peu près 50 %. Tu sais, tu remplis un régime épargne-études de 100 $ par mois, tu reçois 4 $ de commission par mois, tu t'es déplacé, là, tu remplis les affaires, tu envoies ça, finalement, on revient ici à l'agence en disant ça marche pas, il manque des documents, rappelle le client, il fait quoi? Il rappelle pas. Fait que là, finalement, ça prend 2 mois à mettre un régime épargne-études, les gens ont dit je suis découragé, j'en ferai plus jamais. Aujourd'hui, c'est quoi? Processus 100% électronique. Fait que là, vous avez beaucoup plus de facilité à faire ça. Puis, je vous dirais, la partie la plus importante ici, c'est les stratégies dans tout ce qu'on va discuter ce matin. C'est comment est-ce qu'on fait pour se différencier des autres fournisseurs, parce qu'il faut savoir que dans les régimes épargne-études, il y en a un paquet de fournisseurs. D'après vous, il y a combien de fournisseurs de régimes épargne-études? Qui vend des régimes épargne-études au Canada? Ouais. Fonds mutuels, institutions financières. Ceux qu'on entend le plus souvent, habituellement, c'est... Tu sais, quand on parle régime épargne-études, le réflexe de tout le monde, c'est de dire universitaire. Les francophones. Quand on va au niveau des anglophones, c'est CST, héritage, première financière du savoir, qui est Knowledge First. Fait que ça devient, à un moment donné, il y a beaucoup plus de fournisseurs externes, si on veut, que le collectif, mais c'est eux qu'on entend le plus souvent parler. Donc, au niveau du régime épargne-études, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un abri fiscal, puis c'est un régime qui a été mis en place en vue d'économiser pour les études postsecondaires. C'est enregistré auprès du gouvernement. L'accumulation des sommes à l'intérieur du régime sont à l'abri de l'impôt jusqu'au retrait. Puis aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça. Donc, tout dépôt peut donner droit à une subvention, dépendamment du revenu familial. Donc, on peut choisir les investissements à l'intérieur aussi, ce qui fait en sorte qu'on a 3 composantes dans le régime. On a les cotisations, les subventions, puis le revenu de placement. Si on va le voir tantôt avec le régime diplômat, on peut aller chercher même un bonnet d'études qui peut aller jusqu'à 15 % des dépôts effectués de l'engagement PAC. Donc, au niveau statistique, il y avait en 2014 44 milliards d'actifs en régime épargne-études au Canada. Là, aujourd'hui, en 2019, on est rendu au-dessus de 50 milliards. Fait que c'est quand même assez une business assez importante. Si on compare avec les REER, chaque année, je veux revoir ici, là, à fond, l'étal des cotisations est ici, mais ce qui est intéressant de retenir, je ne l'avais pas la slide, mais chaque année, ils se déposent environ 4 à 5 milliards de cotisations dans des régimes épargne-études au Canada. Des épargnants, donc des dépôts, des cotisations. Fait que le gouvernement fédéral verse à peu près 900 millions de subventions par année. Puis à titre de comparaison, des cotisations réelles dans une année, il y en a combien à peu près? 100 milliards, moins, plus? Il y a à peu près 20 milliards de cotisations REER par année. Si on compare le régime épargne-études avec les cotisations REER, oui, c'est moindre, mais quand même, c'est de plus en plus important dans l'économie des gens. Donc, qui offre les régimes épargne-études? On a ici les courtiers en assurance qui est en vert. Bien, voyez-vous, c'est nous. Principalement, là, il y a un autre fournisseur de régime épargne-études qui est en fonds distinct, vous devez le connaître. Ouais. Par contre, il y a une petite particularité, il y a la subvention québécoise n'est pas offerte dans leur régime de fonds distincts. Donc, on peut dire qu'on a pratiquement 99 % de la portion du 2,1 milliard. Okay? À titre de comparaison, croyez-vous qu'universitaires sont plus gros ou plus petits? Non. Ils ont autant d'actifs en régime épargne-études que nous, on peut avoir. Fait qu'on est aussi gros en régime épargne-études. Fait que sur les 15 milliards d'actifs qu'on a en fonds distincts, on a 2 milliards qui sont en régime épargne-études. Fait qu'on est très bon en régime épargne-études. On en vend beaucoup, mais c'est sûr que le gros du 50 quelques milliards, il n'est pas chez nous. Là. Il est où? Services d'investissement, services bancaires, fonds mutuels, les institutions financières. On pense souvent que c'est le collectif qui ramasse tout, mais ils n'ont même pas le corps de la tarte. OK? Fait que surprenez-vous pas, les régimes épargne-études, on pense tout le temps que s'ils ne sont pas avec Universitas, ils n'en ont pas. C'est pas vrai. 75 % des actifs sont dans les banques, les caisses et les compagnies de fonds mutuels. OK? Donc, notre objectif à nous aujourd'hui, c'est de vous permettre d'augmenter la portion, effectivement. Puis, on va voir comment est-ce qu'on se démarque avec l'offre. Ce n'est pas juste le 15 % qui fait qu'on se démarque de toutes les autres de la compétition.
Donc, on va le voir comment on peut y arriver. Donc, combien d'enfants sont admissibles à avoir un régime épargne-études? Ça, c'est au Canada, mais on va grossir un petit peu, là. Donc, au Canada, au Québec, c'est-à-dire, il y a 1,5 million d'enfants qui sont admissibles à un régime épargne-études. Savez-vous, c'est quoi le taux de participation? Donc, combien d'enfants ont un régime épargne-études? 2 Tout confondu, là. Donc, 2 ça, c'est les REE, l'industriel par rapport à l'industrie au complet, là. Il y a 50 Oui, 1 sur 2. Fait que, tu sais, dans votre clientèle, vous avez combien d'enfants? Mettons que sur 1000 clients, disons que vous avez 500 familles, monsieur, madame. Ils ont chacun disons, une moyenne d'enfants, c'est 1,6. Disons que vous avez 500-600 enfants dans la clientèle. Vous avez une chance sur 2 qu'il n'y ait pas de régime épargne-études. Puis dans l'autre cas, s'ils ont des régimes épargne-études, puis ce n'est pas avec vous, là, on va vous montrer l'opportunité de dire transfert le régime épargne-études. On va vous montrer comment faire. Oui. On va tout apprendre ça matin. C'est pour ça que ça valait la peine de se lever pour ceux qui sont pas couchés, ben continuez de rester réveillés, prenez du café. Pour ceux en ligne, malheureusement, ceux qui vont réécouter le podcast, là, il va être fret en maudit le café quand ils vont le réécouter. Donc, vous avez un potentiel de 750 000 nouveaux clients. Puis en moyenne, on ne vous pas des statistiques, c'est assez vieux, mais l'idée, c'est que nous, on est allé se fier au rapport statistique du Programme canadien d'épargne-études, mais 1500, là, c'est grosso modo. Est-ce qu'on a déjà des questions? Nous en prenons. Donc, en moyenne, les Canadiens mettent 1500 par année dans un régime épargne-études. Pensez-vous qu'au Québec, on en met plus ou on en met moins que la moyenne canadienne? Plus! On met plus d'argent. Donc, au Québec, les gens ont tendance à plus épargner pour les études ou moins épargner pour les études? Moins, hein? C'est 1200. 100 pièces par mois. C'est assez facile. Si un client qui vous demande, bien, en moyenne, les gens mettent combien? Qu'est-ce qu'on répond? 200 pièces par mois. Puis après ça, on diminue à 150 ou 100. Mais, pardon, en moyenne, les gens mettent 100 $ par mois. Mais on comprend ça que c'est une moyenne. Mais regarde au niveau de la répartition des cotisations, il y en a 23 qui mettent moins de 500 $. Donc, on parle de 25 piastres, 25 à, disons, 50 $ par mois. On en a, dans le fond, une bonne partie, presque 50 qui mettent moins de 1000 $. OK? Mais pourquoi la moyenne est à 1500? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui contribuent au-delà de la moyenne de la limite annuelle qui est 2500 pour aller faire ce qu'on appelle du rattrapage, aller récupérer les années où on n'a pas maximisé. Donc, on va voir un petit peu plus loin comment le rattrapage se fait. Mais dans l'ensemble, pour tout ce qui est là, que ce soit un petit dépôt, gros dépôt, bien, il y a une opportunité d'aller maximiser le régime épargne-études de cette façon-là. Nous, on n'a pas nécessairement de campagne REE dans la mesure où il s'en ouvre à tout moment. Tandis qu'une campagne REER, on sait que c'est principalement le dernier mois de l'année puis les 2 premiers mois de l'année suivante pour les cotisations des 60 premiers jours. Mais on se retrouve souvent avec, tu sais, pourquoi il en ouvre plus de REER en décembre? C'est parce que les gens ne veulent pas laisser sur la table la subvention du 31 décembre. Fait qu'ils vont l'ouvrir, disons, en décembre. Mais il y a de la place pour en ouvrir. Donc, nous, notre profil type de client, pas secondaire. Fait que c'est un peu, nous, le portrait type de qui adhère à des régimes épargne-études, mais ça peut être pour n'importe qui, que ce soit des clients fortunés, des grands-parents. Sachez que n'importe qui peut ouvrir un régime épargne-études pour aider un enfant en vue des études postsecondaires. Donc, on va distinguer 3 types de régimes. Le régime collectif que vous entendez surtout parler. La publicité est beaucoup plus forte de ce côté-là. Le régime individuel, le régime familial. Le régime individuel, son nom l'indique, c'est un enfant par régime. Le souscripteur ne doit pas nécessairement avoir de lien avec l'enfant. Donc, n'importe qui, moi, je peux décider d'ouvrir un régime épargne-études pour son enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage à le faire, puis on va le voir plus loin. Il pourrait avoir un avantage parce qu'une personne, disons, bien nantie, peut s'investir des sommes à l'abri de l'impôt, parce qu'on va le voir aussi que les investissements sont à l'abri de l'impôt. Le revenu de placement est imposé sur la tête d'un enfant. Donc, on vient diminuer en même temps l'impôt payé pour ça. Il y a certaines personnes qui vont tirer avantage à ouvrir un régime individuel ou encore
S'il y a un oncle, une tante qui n'a pas d'enfant, qui veut aider ses neveux nièces, à ce moment-là, on ouvre un régime individuel par enfant, parce que pour pouvoir ouvrir un régime familial, bien, il faut nécessairement qu'il y ait un lien. Le lien sera soit entre l'enfant et le souscripteur, ou entre les bénéficiaires entre eux. Ce qui fait en sorte que un parent peut ouvrir un régime pour tous ses enfants, mais un grand-parent pourra ouvrir un régime pour tous ses petits-enfants. Donc, peu importe son cousin entre eux, vu que le lien est avec le souscripteur, tu vas pouvoir ouvrir un régime épargne-études. Au niveau du collectif, comment ça fonctionne? Ben, c'est des cohortes qui sont formées. Donc, si vous avez un enfant de 7 ans qui va participer à un régime collectif, ben, l'enfant de 7 ans entrera dans la cohorte des enfants nés en 2012, comme tous les autres enfants. Ce n'est pas la notion de famille, c'est une notion du collectif avec la famille, avec la cohorte au complet. Donc, il y a beaucoup de restrictions quand vient le temps de décaisser les sommes ou quand vient le temps de contribuer. Il y a des engagements, il y a des nombres de parts obligatoires, il y a des frais de souscription. Donc, il faut comprendre que c'est plus lourd, mais c'est souvent là que les gens entendent le plus en premier parler du régime épargne-études. Ces gens-là sollicitent dès la sortie de l'hôpital. Eux sont très impliqués, ils ne vendent que ça. Eux, ils en vendent beaucoup. Puis souvent, les gens disent, ben là, j'en ai déjà un avec telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie. J'ai entendu dire que si jamais je sortais, ça me coûtait plein de pénalités. Je laissais beaucoup d'argent sur la table. Mais il faut comprendre que les avantages de ces deux régimes-là peuvent inciter le client à dire, c'est quoi, je préfère manger le coup maintenant, quitte à avoir d'un, plus de flexibilité, et de deux, plus de subventions dans plusieurs cas, puis partager avec la famille. Parce que c'est pas vrai dans un régime collectif que si jamais ton enfant de 17 ans ne va pas à l'école, que tu vas pouvoir tout transférer à ton enfant de 7 ans. Parce que là, ben, c'est parce que certains, ben là, c'est une compagnie en particulier qui a décidé de changer l'admissibilité aux subventions, puis ben, pas aux subventions, au retrait. Sauf que là, ce qui a fait en sorte, c'est que eux, les collectifs vendent beaucoup l'attrition, du genre que si l'enfant ne va pas à l'école, ça va bénéficier à qui? Ben, à celui qui va y aller du même âge que celui qui ne va pas. Fait que, la portion revenu qui pourrait aller, mettons, 5 000 $ à l'enfant qui n'ira pas à l'école, bien, est redistribuée à tous les enfants de la cohorte. Mais dans le temps, certains produits, c'est de dire qu'il fallait que tu te rendes à l'université pour avoir les bourses. Fait que si tu faisais un DEP, tu avais juste droit à la bourse numéro 1, tu n'avais pas droit à la 2 et la 3. Et eux, ils payent un tiers des revenus. Tu faisais en sorte que tu laissais 2 tiers de tous tes revenus sur la table. Fait que plus il y a de gens qui se qualifient avec la réforme, bien, moins les montants sont intéressants pour celui qui va y aller. Fait que, c'est plus, disons, avantageux pour tout le monde. Mais ceux qui tablaient beaucoup sur le fait qu'elle allait bénéficier de ceux qui n'allaient pas y aller, c'est pas vrai que mon enfant n'ira pas. Bien, mon enfant, il est pénalisé parce que ça va être plus facile de retirer. Donc, qui participe au régime? Le souscripteur, il peut contribuer jusqu'à un maximum de 50 000 $ à un régime épargne-études. Okay? Donc, pour un enfant, son espace fiscal, c'est 50 000 $. Donc, si vous avez quelqu'un qui dit, moi, je vais mettre 100 000 pour mon enfant, malheureusement, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a quand même une belle pénalité si vous dépassez le 50 000. Il faut que tu trouves un autre enfant. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui seraient très sensibles au fait que vous soyez généreux comme ça. Donc, la contribution n'est pas déductible d'impôt. Par contre, quand vous allez, on va le voir plus tard, là, quand vous allez récupérer la cotisation, il n'y aura pas d'impôt à payer non plus là-dessus. Une fois que le dépôt est effectué, il y a différents paliers de gouvernement qui vont envoyer du revenu, des qui vont s'ajouter. Et tout ça va générer du revenu de placement dépendamment des actifs que vous choisissez de placer, des actions. Donc, ça peut être plein de choses. Donc, les cotisations, les subventions vont générer du revenu et tout ce revenu-là va grandir à l'abri de l'impôt. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer à chaque année sur l'accumulation. Donc, l'impôt sera payé. On va le voir tout de suite après. Une fois les études postsecondaires, je pense que ce qui est intéressant, oups, avec la flèche,
marche-tu? OK. Problème technique. Ça marche-tu, ça? Ah, OK. Si disons que j'ai mis 20 000 de cotisation, donc 100 par mois pendant 17 ans, ça fait 20 000 de cotisation. Disons que j'ai fait 30 de subvention, donc 30 de 20 000, ça fait 6 000. Et le revenu de placement, disons que je l'établis à 10 000 OK? Donc 20 000, 6 000, 10 000. J'ai 36 000 dans mon régime épargne-études. Du 36 000 c'est quelle somme qui va être utilisée par l'enfant pour aller aux études postsecondaires? C'est-tu le plein montant? C'est-tu le plein 36 000? Pas tout de suite. En fond, le parent là, qui contribue, tu dans l'impression que tout ce qu'il met dans le régime va aller à son enfant? OK. Mais ça, c'est une fausse idée. C'est les subventions puis le rendement. Qu'est-ce qui est un frein? Pourquoi les gens mettent juste 100$ par mois dans un régime épargne-études alors qu'ils mettent du CELI, du REER, puis ils vont dans le sud avec le retour d'impôt à chaque année? Pourquoi les gens n'en mettent pas suffisamment dans le régime pour maximiser le régime? Parce que c'est pas à coût de 1200 par année que tu vas maximiser un régime épargne-études. Avec nous, tu es capable. Mais si c'est de l'argent du client, ça prend 2500 par année pour être capable de maximiser le régime épargne-études. Et là, le client, il dit, moi, je ne mettrai pas 2500 par année dans un régime épargne-études. Je n'ai pas de REER, je n'ai pas de CELI, puis mon enfant, s'il fait un DEP, qu'est-ce que je vais faire avec 85 000 $ dans un régime épargne-études? Moi, j'ai payé pour mes études. Mes parents n'ont pas payé pour moi. Mais lui, il paiera pour ses études. C'est un peu la philosophie de, disons que les Canadiens français de souche, on est assez, c'est beaucoup la mentalité d'autres. Si je peux l'argent de quelqu'un d'autre pour avoir mon enfant à l'école, c'est parfait. Donc, sur le 36 000 qui était 6 000 plus 10 000 et 20 000 de cotisation, 90 des parents ignorent que tout le capital qu'ils ont investi dans le régime épargne-études peut leur être retourné à eux. Dès le premier retrait. Ça valait la peine que tu viennes ici ce matin. Juste pour ça, là. C'est vrai? OK. Donc, toutes les cotisations qui ont été effectuées dans le régime, tu as mis 20 000 $ dans le régime, bien, les parents peuvent récupérer le 20 000. Puis on va le voir tantôt, qu'est-ce qu'un client peut faire avec 20 000 $ clair d'impôt alors qu'il a décidé d'avantager le régime épargne-études au détriment d'un REER, disons. Tu sais, le 20 000 là, que tu retires, ça fait partie des stratégies déjà. Là. Tu retires 20 000 libre d'impôt, c'est ton argent au premier retrait post-secondaire. Tu mets 20 000 dans tes REER parce que tu as volontairement décidé de privilégier le REER. Donc, tu n'as pas mis de REER. Tu mets 20 000 dans ton REER, tu reçois 40 de retour d'impôt, plus des allocations familiales, des choses que tu n'aurais pas eu normalement à mettre 2 000 par année dans un REER. Tu reçois 8 000 Là, tu es rendu avec 20 000 dans tes REER, 8 000 de retour d'impôt que tu peux donner à ton enfant, plus 6 000 de subventions, plus 10 000 de revenus de placement. Au lieu d'avoir 36 000, tu te ramasses avec 44 000 de placement juste parce que tu as utilisé les sommes différemment que d'avoir donné l'argent à ton enfant. Le frein à la contribution, c'est que les parents considèrent que tout ce qu'ils mettent dans le régime va être utilisé par l'enfant, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce que le parent contribue dans le régime, il peut le récupérer. Fait que la journée où le client se demande « Je suis mieux de mettre l'argent dans mon REE ou dans mon REER », on va le voir tantôt des stratégies, priorise le régime épargne-études, ça va devenir du REER de toute façon parce que tu vas récupérer tes billes. Moi, ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est de dire tu mets 100$ par mois ou 25$ par mois pendant 17 ans, ton enfant va avoir, il a eu 17 ans aujourd'hui. Il reste octobre, novembre, décembre avant la fin de la période de contribution. Il mettait 25$. Là, tu peux maximiser là. Tu es sûr de récupérer ton argent. À la limite, ton enfant il est déjà inscrit au cégep. Trouve-toi de l'argent pour 3 mois. Est-ce qu'il y en a qui peuvent trouver du financement pour 3 mois facilement? Bien, nous, on finance. On va le voir tantôt. Mais si tu vas emprunter sur ta marge de crédit hypothécaire, tu empruntes 4 000$ sur ta marge hypothécaire, tu vas payer 3 d'intérêt, puis tu vas faire combien de rendement? Si tu mets 4 000 dans un régime épargne-études, tu fais combien de subventions? 30 ça fait 1 200.
À 3 % d'intérêt, ça coûte combien? 120 pièces d'intérêt annuel sur 4000. Ça va te coûter 120 pièces d'intérêt pour faire 1200. Tu as fait ça pendant 3 mois. Fait que maximiser un régime épargne-études, il y a des moyens pour y arriver, mais il ne faut juste pas rester dans l'impression que je mets juste 25 pièces par mois puis je laisse ça comme ça. OK? Donc, il y a moyen d'aller maximiser, puis on va le voir un petit peu plus tard. Donc, les subventions et le revenu de placement, mais c'est le bénéficiaire qui va l'avoir. Est-ce que c'est nécessairement le bénéficiaire? Oui, mais là, quand c'est un régime familial, ça peut être utilisé par n'importe qui. Mais disons que j'ai un beau 6 000 plus 10 000, j'ai 16 000 là. Moi, l'argent qui va partir de l'industriel ou d'un fournisseur de régime épargne-études, tu sais, 16 000 dans les poches d'un enfant de 18 ans, là, ça peut être risqué. Ça peut être risqué. Fait que l'idée, c'est de dire comment est-ce que je fais pour contrôler la dépense? Bien, on va le voir. Excusez, je suis un peu encore. Vous saviez qu'on peut payer le souscripteur? Vous demandez toujours le chèque payable au nom du souscripteur. Ben, tu vas t'acheter du high. Tu vas t'acheter un gros high aussi si tu veux. À 18 ans, là, SQDC, c'est rendu ouvert à cette heure. Tu peux te payer un beau high avec 16 000. Tu as surtout beaucoup d'amis aussi. Tu commences à cégep en plus, puis tu as comme plein d'amis soudainement. Tu sais, 16 000 pour acheter un portable puis des livres d'école, ça se peut que ça fasse comme à la bibliothèque pour mes livres, puis je vais emprunter ton ordi. Sauf qu'en sachant qu'on peut payer le souscripteur, mais tout l'argent paraît d'impôt le souscripteur, mais l'impôt, c'est toujours l'enfant qui le paye. OK? Donc, il y a des gens qui peuvent dire, ben moi, je reçois l'argent, puis c'est moi qui contrôle comment je distribue les sommes. Tu sais, le parent peut dire, c'est moi qui paye, c'est moi qui vais encaisser le régime épargne-études, puis tu auras de l'impôt à payer sur le revenu de placement puis les subventions. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec toutes les cotisations que j'ai mis dans un régime épargne-études? Bien là, les options sont, bien, je peux utiliser les contributions pour soit payer les études en disant, écoute, le 20 000 que j'ai mis là-dedans, moi, je vais payer tes études, il n'y a pas de problème. Je peux décider de dire, bien, l'argent que j'ai mis dans mon régime épargne-études, je vais le mettre dans mon CELI. Ou je vais le mettre dans mon REER, qui va me donner un retour d'impôt que je vais mettre dans mon CELI. Fait que là, tu te ramasses à dire, bien, tu crées de l'argent avec l'argent que tu as déjà. L'idée, c'est comment je peux utiliser l'argent pour la faire travailler 2 fois. Je peux prendre l'économie d'impôt soit pour payer les études, je peux aller dans le sud avec, tu sais, name it, là, vous pouvez rembourser des dettes aussi. Tu sais, payer des dettes, parce que si vous êtes endetté, tu sais, les gens s'endettent pour investir dans des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne rapportent pas. Mais si je vous dis que vous empruntez un taux X, mettons 3 % ou 4 %, mais que vous faites 30 % de rendement, ben, rendement zéro, vous faites 27 % de profit. On est d'accord? Fait que si vous avez emprunté pour maximiser le régime, bien, remboursez votre dette avec l'argent que vous allez récupérer. C'est ça la beauté dans tout ça. Donc, plein de choses à faire. Les cotisations, comment ça fonctionne? Le montant annuel, il y a une limite naturelle à ce qu'on devrait contribuer dans un régime épargne-études, parce qu'on l'a vu tantôt, l'abri fiscal, c'est 50 000 $. Sur 50 000, c'est sur chaque dollar que le gouvernement va subvention. C'est une subvention maximale. The maximum contribution will be 36. Yeah, for the grants. 10,800, donc 10 800, c'est la subvention maximale. Donc 7 200 au fédéral et 3 600 au provincial. Donc, en sachant que la subvention provinciale, c'est 10 % de la contribution, pour que ça donne 3 600, on multiplie par 10. Donc, la limite est à 36 000. Donc, si vous avez un client qui dit, moi, je veux maximiser le régime épargne-études de mon enfant, je vais acheter le maximum de subventions, mais vous avez votre objectif ici, c'est de mettre 36 000 $ dans la vie du régime pour maximiser les subventions. Oui, tu peux. On va le voir tantôt. Donc, l'effort à faire, c'est 36 000. Donc, si on le fait pendant 18 années de contribution, 36 000 divisé par 18, ça fait 2 000 $, ça fait 160 et, mettons, 10 $ par mois. Fait que si vous avez quelqu'un, l'enfant est né en 2019, c'est quoi l'effort qu'il faut que je mette pour maximiser? C'est 170 ou 175 à peu près par mois pour maximiser le régime épargne-études. Parce qu'on dit tout le temps 2 500 par année, mais si tu mets 2 500 par année, au bout de 14 ans, tu vas avoir maximisé.
Donc, on va t'avoir demandé un effort plus solide, disons, au début, mais tu n'as pas besoin de mettre le plein de 2500 si tu commences plus tôt. Si vous dépassez le plafond de cotisation de 50 000, parce que ça va arriver dans certaines circonstances où on va dépasser le plafond de cotisation. Dans quel cas ça pourrait arriver que, hey, on a dépassé 50 000 puis on ne le savait pas? Les nouvelles familles aujourd'hui, c'est souvent des familles éclatées. Là. Puis là, grand-papa veut contribuer dans le régime d'un bar, puis là, tu as grand-maman de l'autre bar qui veut contribuer aussi. Fait qu'ils se disent, c'est pas vrai, moi, je vais mettre de l'argent, je vais mettre 2500 par année, puis l'autre va mettre 2500 par année. Fait qu'au bout de 10 ans, là, on est à maximum 50 000, il a été atteint. Parce que c'est pas 50 000 par souscripteur, c'est 50 000 pour un enfant. Fait que là, on se retrouve grand-papa à la 11e année, il contribue 2500. Lui, il se dit dans sa tête, j'ai juste mis 25 000, il reste de la place pour en mettre. Mais grand-maman, l'autre bord, a fait l'effort aussi de mettre 2500. Fait qu'on se retrouve à 50 000 passés. Ça coûte combien d'impôts? C'est 1 % par mois. Comme le CELI. À 1 % par mois, tu vas trouver que l'abri fiscal, il te coûte cher. Là. 12 % par année, il faut que tu fasses un rendement supérieur à 12 en sachant que ton rendement est imposable en plus. Il faut que tu fasses du trop. Donc, est-ce qu'il y a un moyen facile d'éviter de dépasser 50 000? Qui peut donner l'information sur les cotisations REA? C'est le gouvernement. Donc, le parent peut appeler à savoir, on pense qu'il y a plusieurs REA, on peut savoir le total des cotisations effectuées depuis le début, puis le gouvernement donne l'information. Subvention. Ça, c'est pour les faibles revenus seulement. Il y a l'incitatif québécois, puis il y a l'incitatif québécois majoré qui dépend du revenu familial. Avant de voir les pourcentages, qu'est-ce que les gens regardent? Pour savoir combien de subventions l'enfant a droit, je regarde quel revenu. Est-ce que je regarde le revenu de celui qui souscrit, de celui qui contribue, du parent de l'enfant? Comment ça fonctionne? C'est le revenu à qui? Non. Familial de qui? Des parents? C'est une réponse facile. Tu sais, vous êtes enregistrés, vous aussi. Hein? Non, c'est pas vrai. Les gens vont... Moi, je ne dis plus rien. Moi, je dis plus rien. Ah, il y a une question? Déductible d'impôt, la réponse c'est non. Pour ceux qui posent la question à 10h21, la réponse c'est non. Il y a un maximum annuel, je suppose. Le maximum annuel, on va le voir tout à l'heure pour récupérer des années antérieures, c'est 5 000 OK? Dans le fond, le droit de cotisation, c'est 2 500 par année. Puis dans les cas ici de plusieurs cotisants, bien là, on peut se retrouver dans des situations où on dépasse les limites. Puis c'est le premier qui demande la subvention qui l'a. Fait que si vous avez des grands-parents gonflables qui se dépêchent là, en disant moi je mets 200$ par mois, l'autre il dit je mets 2500$ en partant, c'est le première institution qui demande la subvention qui la reçoit, l'autre il n'y aura pas de subvention. OK? Donc c'est une course à la montre, là, ceux qui veulent la compétition. Pour ce qui est du revenu familial, qu'est-ce qu'on regarde? C'est si papa et maman de l'enfant forment un couple, bien, c'est le revenu des deux parents qui sera considéré. OK? Donc revenu familial qui est considéré. Si papa et maman vivent séparément, c'est le revenu familial net de l'annexe B, donc c'est le principal responsable. C'est qui le principal responsable? 85% du temps, c'est maman. C'est elle qui reçoit les allocations familiales. OK? Donc, supposons que maman vit séparément, donc est monoparentale pendant un certain temps, c'est le revenu familial, son revenu familial à elle qui est considéré pour l'octroi des subventions. La journée où un des deux parents, à l'exemple maman, retombe en couple et refait sa déclaration de revenu comme étant conjoint, et là, c'est le nouveau revenu du ménage qui est considéré pour l'octroi des subventions. OK? Donc, cette situation-là, vous voyez qu'elle peut évoluer dans le temps, dépendamment de la situation matrimoniale des parents, qu'est-ce qui arrive. Mais là où ça devient intéressant, c'est de dire, souvent, c'est qui a le plus d'argent? Est-ce que c'est les parents d'un enfant d'1 an ou c'est les grands-parents qui ont plus les moyens d'en mettre? Souvent, c'est les grands-parents. Fait que ce qui est intéressant, un grand-parent peut faire 1 million par année puis contribuer dans un régime épargne-études, puis que l'enfant ait droit à toutes les subventions qu'on a vues tantôt. Pourquoi? Parce que c'est le revenu de la mère ou du revenu familial qui est considéré. Fait qu'un grand-papa millionnaire peut contribuer dans un régime, puis le gouvernement peut verser le bon d'études canadien, la subvention de base, la majorée. Fait que c'est le revenu familial
des parents. Ouais. Ben oui. Ben oui, si le revenu familial des parents de l'enfant, c'est en bas de 43 000, c'est réglé. C'est que ça devient intéressant. C'est eux qui ont l'argent. En sachant que ce qui est le fun, c'est que là, dorénavant, le grand-parent qui dit oh, mais je veux juste mettre un petit montant, mettons 50$ par mois, parce que là, à un moment donné, je ne commencerai pas à mettre 2500, c'est de l'argent. Mais les grands-parents, habituellement, ils ont quoi? Ils ont tout du non enregistré parce qu'ils ont tout maximisé. Leur CELI est plein. Ils viennent de vendre leur maison. Ils ont plein non enregistrés. Ils ne savent pas quoi faire avec leur argent, puis ils payent de l'impôt. Ça serait quoi de dire à un grand-parent écoute, tu peux contribuer dans un régime épargne. Ce qu'on a dit tantôt en matière de cotisation, les cotisations appartiennent à qui? Aux souscripteurs. Fait que tu as un grand-parent qui dit, tu sais, tout l'argent que je mets de côté, là, va faire une subvention, le rendement va être à l'abri de l'impôt. Puis quand mon petit-fils ou ma petite-fille va commencer l'école, tout l'argent que tu as mis là-dedans, là, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le récupères. Question, oui? Dans la situation, il y a même grands-parents, 4 enfants. Oui. Les grands-parents vendent les maisons, ils sont maximisés, comme tu as dit. Ouais. Ils décident, moi, je vais te dire, les enfants, oui. Dans cet âge-là, à peu près. Fait qu'ils mettent 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Ben, c'est peut-être pas logique de mettre 50 000 d'un coup. Ben, chaque enfant, non? Okay. Non, parce qu'on ne peut pas récupérer. Ils vont perdre les subventions sur le 45. Fait qu'ils mettent leur 36. On met 5 000. Fait que là, si tu as un exemple avec 3 petits-enfants, mettons 4 petits-enfants de 10 ans, et là, depuis de 0 à 10, pendant 11 ans, ils ont accumulé 2 500 de droits de cotisation. Tu peux aller récupérer une année complète à la fois en plus que de l'année courante. Donc, disons que tu mets 2 500 pour l'année de ces 10 ans, puis tu peux aller récupérer un autre 2 500 additionnel sur les années passées. Donc, 5 000 par enfant. Fait que là, on se ramasse avec 20 000. Si tu as un enfant de 16, un petit-fils de 16, 17 ans même, on va y aller plus extrême, là, parce que garde ta question, l'admissibilité, c'est jusqu'au 31 décembre du 17. Mais si grand-papa vend sa maison, puis il y a 300 000 de non-enregistrés, puis il y a un petit-fils de 18 ans, est-ce que le grand-papa aurait un avantage à déposer dans un régime épargne-études pour un enfant de 18 ans? Je vois des noms dans la salle, mais la réponse, c'est oui. Pourquoi? C'est quoi la beauté d'un régime épargne-études? S'il y a 18 ans, j'ai plus de subvention. Mon enfant, là, malheureusement, on l'a manqué, on n'a jamais mis d'argent dans un régime épargne-études, fait que son abri fiscal à lui, c'est 50 000. Je viens de donner la réponse. L'abri fiscal. Vous avez un enfant de 18 ans, vous avez un grand-papa qui paye de l'impôt sur du revenu léger non enregistré ou des revenus de placement non enregistrés. Grand-papa peut ouvrir un régime épargne-études pour un enfant de 18 ans, déposer 50 000 $. Et le revenu de placement sera imposé sur qui? L'enfant qui gagne. Fait que le régime épargne-études, c'est plus qu'un véhicule qui donne des subventions, c'est un abri fiscal. Fait que si vous avez des grands-parents qui ont beaucoup de non-enregistrés, offrez-leur. C'est des polices universelles, le moment donné, là, c'est le fun, c'est l'abri de l'impôt, mais il faut que tu qualifies la personne en tarification, puis l'argent n'est pas là à l'abri de l'impôt tout le temps. Là. Si tu veux de l'argent, tu payes de l'impôt. Ouais, mais là, dans le cas de régime épargne-études, c'est pas toi qui payes l'impôt. Ah oui. Ah oui. L'avantage au décès. Tandis que là, ton vivant, tu dis, écoute, grand-papa, l'enfant de 18, là, il commence l'université ou cégep, il y en a pour encore 5 ans. Fait que tu as 5 ans de rendement à l'abri de l'impôt qui est imposé sur la tête à qui? Un enfant qui gagne en bas de 12 000 $ par année. Fait qu'au lieu de payer, mettons, 50 000 à 3 c'est 1 500 à 50 % d'impôt, c'est 750 $ d'impôt sur le revenu d'intérêt. Là, tu te ramasses avec le 3 tu vas le faire à l'abri de l'impôt. Puis qui va payer l'impôt, disons, après 4 ans, le 6 000 $? C'est un enfant de 22 ans qui est aux études encore. Ça va être du salaire. C'est imposé comme du salaire. Peu importe comment, c'est le gros taux. Là. Peu importe comment tu l'as investi, c'est quoi le revenu à l'intérieur, c'est imposé comme du revenu. Donc, ceux qui ont beaucoup d'argent, dans l'exemple, on peut utiliser l'abri fiscal du régime épargne-études. Tu as 50 000 $ d'espace par enfant que tu veux aider. Puis cet enfant-là n'a pas besoin d'être en bas de 18 ans. Là.
sais, si en bas de 18 ans, c'est le fun, il y a des subventions en plus. En plus de faire un abri d'impôt, tu as en plus 30% de subvention. Tu as le revenu de placement qui est imposé sur la tête de l'enfant. Mais si tu prends un enfant, mon petit-fils, il a 22 ans, tu pourrais y ouvrir un régime épargne études en sachant qu'il est encore à l'école. Donc, tu pourrais profiter de ce temps-là pour soit que ton espace CELI augmente ou, tant qu'il va à l'école, c'est une maudite belle, c'est une belle approche pour dire, tu sais, on ne met plus 25$ dans un régime épargne études quand on parle comme ça en mettant 50 000 d'un coup ou ton enfant il a 14 ans, on va dire, OK, 14, 15, 16, 17, 5 000 par année, ça fait combien? Ça fait 20 000. Tu as de l'espace pour 50 000. J'ai trop d'argent, je paye trop d'impôts sur le non enregistré, j'ai 100 000$ de non enregistré. Tu pourrais mettre tout de suite 30 000 plus 5 000. Fait que tu pourrais mettre 35 000 dans un REA de ton petit-fils, puis 5 000 à 15 ans, 5 000 à 16 ans, 5 000 à 17 ans, tu viens de mettre 50 000 à l'abri de l'impôt, puis tu as eu 6 000 de subvention sur 20 000 $ de cotisation. Puis qui va payer l'impôt là-dessus? C'est l'enfant. Puis qui va recevoir l'argent? C'est grand-papa. Au décès du souscripteur, mais là, on peut nommer un souscripteur remplaçant aussi qui va. Parce que là, le bien va tomber dans la succession de la personne. Donc, le contrat REA va tomber dans sa succession. S'il n'y a pas prévu dans le mécanisme de notre proposition, disons, un souscripteur remplaçant, là, ça va chicaner pour l'argent. Ça va être n'importe quel bien. On a un peu de scepticisme dans le coin. Ça va? C'est intéressant? Pour faire attention, pour être admissible au régime épargne études, il y a certaines règles. Parce que là, si vous sortez d'ici puis vous allez tous voir les clients qui ont des enfants, puis il y en a un qui dit mon enfant, il a 16 ans puis il n'a jamais eu de régime épargne études, est-ce qu'il est trop tard, non pas pour l'ouvrir, le régime épargne études, mais pour avoir les subventions? La réponse, c'est oui. Oui. Si tu rencontres un client qui a un enfant de 16 ans qui n'a jamais eu de régime épargne études de sa vie, ben, tu n'auras pas droit aux subventions pour chaque dépôt que tu vas mettre parce que le gouvernement ne veut pas que tu te réveilles à minuit -2 puis dire je vais mettre un régime épargne études, je vais mettre 5 000 $ le 12 décembre, puis je vais avoir 1 500 de subventions, puis mon enfant va retirer l'argent en janvier. Ils veulent que tu aies contribué un petit peu avant. Donc, la règle, pour avoir droit à la subvention à 16 et à 17 ans, il faut que tu aies au moins 2 000 $ de contribuer dans un régime avant le 31 du 15 ans. Donc là, si on fait un calcul rapide, 2019, moins 15, ça fait 2004. Si vous avez un enfant qui est né en 2004, qui n'a jamais eu de régime épargne études, il vous reste 3 mois pour déposer 2 000 $ dans un régime. Parce que si vous déposez 500 $, vous allez avoir la subvention pour le 500. Mais l'année prochaine, si on dépose 500, tu as 0 de subvention. Donc, c'est important de connaître cette règle-là, d'ouvrir un régime avant le 31 décembre du 15 ans pour avoir droit à la subvention. Ou si tu ne mets pas 2 000 $, mais que tu l'as ouvert dans le passé, mais que tu as au moins déposé 100 $ pendant ces 4 années non consécutives, exact. Donc, pendant 4 années, que ce soit consécutives ou pas, tu as droit à la subvention à 16 et 17 ans. Fait que certains ont fait des. J'ai ouvert un REA quand mon enfant avait 4 ans. J'ai mis 4, 5, 6, 7, 8, j'ai mis 100 $. J'ai arrêté de contribuer, j'avais plus les moyens. Il s'est passé quelque chose. Puis je veux recommencer à 16 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfant aura droit à subvention. Mais si vous avez fait des contributions à 4, 5, 6, 7 ans, puis qu'à 10 ans, vous avez retiré des cotisations parce que là, vous aviez besoin d'argent, bien là, la cotisation a été retirée, donc l'enfant ne sera pas admissible à la subvention à 16 puis à 17 ans. Question? Ça va? 2 000 de cotisation. Oui. Ouais, il faut que ce soit ouvert. Il faut qu'au 31 décembre du 15e anniversaire de l'enfant, il y ait au moins 2 000 de cotisation d'effectuer. Ou si cette règle n'est pas rencontrée les années passées. For foreign students abroad? Okay. They are able to withdraw the grants if this is the establishment is qualified as post-secondary education. So if you study, let's say, high school. Yeah, that's what I meant. So if the beneficiary is still a Canadian citizen or resident, he's allowed to withdraw money, grants, for post-secondary education. Okay? So the requirements would be. No, the grants are already in the plan.
But if you are not a Canadian citizen when the contribution is made, you're not allowed to receive grants. So if you stay at high school here, let's say for 17 years, and you decide to go to Harvard at 18, you'll be allowed to withdraw the grants because Harvard is qualified as a qualified establishment. Okay, but if you and your parents decided to, let's say, sell the house, close the bank accounts, say goodbye to all your friends, and you're gone for good, you won't be able to withdraw the grants. So you need to be attached to Canada even if you study abroad. Okay? So those rules are the same for other RESP plans as well. Donc en français, si on dit pour avoir droit d'étudier à l'étranger, il faut que vous mettiez un lien avec le Canada. Fait que si vous fermez les comptes de banque, vous vendez la maison, puis vous dites adieu au Canada en disant moi je déménage avec toute ma famille puis je ne reviendrai jamais, le gouvernement n'acceptera pas de te verser les subventions. Oui, tu récupères le capital, mais il reste que la subvention est quand même importante. Donc, pour avoir droit à retirer l'argent, quand tu étudies à l'étranger, il faut que l'établissement, faut que tu sois soit du post-secondaire. Fait que les high school américains n'est pas considéré comme du post-secondaire. C'est du collège américain. Tu ne peux pas, disons, faire ton équivalent de cégep là-bas puis espérer retirer. Je suis enregistré, hein? Certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient inscrit leur enfant au cégep au Québec, puis qui est allé étudier à l'étranger, mais n'avaient jamais assisté au cours au Québec, mais ils ont été en mesure de retirer l'argent quand même. Non, mais moi, je n'ai pas dit que ça c'est pas vérifié. C'est ça qu'on m'a raconté, puis que ça a passé. Non. Non. Mais quelqu'un en Ontario pourrait décider de contribuer pour un enfant du Québec avec un principal responsable du Québec, puis être admissible à la subvention du Québec. Mais un Québécois, s'il investit pour un enfant qui n'est pas au Québec, il n'a pas droit à la subvention du Québec. Ben, tu travailles ou tu es en Chine? Il habite en Chine? Il est chinois? Il ne peut pas. Il faut que quelqu'un d'ici contribue. OK? Ça, moi, là, je vous dis juste qu'il a marché. Je ne dis pas ce qui pourrait ne pas marcher. Donc, c'est ça. Donc, les subventions. Là, je vais aller rapidement. Là. Je m'excuse pour les subventions. On va juste y aller pour... Non, excusez, là, je ne veux pas aller trop vite de même. OK. On va revenir finalement, parce que je pensais que j'allais avoir le tableau complet. Donc, le revenu familial, l'inflation, donc les taux de revenus sont changés à chaque année. Au niveau du fédéral, il y a 20 de subventions sur les premiers 500 $ de contribués. OK? Donc, indépendamment de ton revenu familial, que ce soit en bas de 30 000 ou au-dessus de 200 000, c'est 20 de base. La beauté dans tout ça, c'est de dire, indépendamment du revenu familial des parents, il y a 20 au fédéral. OK? Et si jamais, comment ça fonctionne finalement? Oh, excusez, je me perds un peu. Là. 20 sur le premier 5 000 $ s'il y a des droits accumulés. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si jamais tu ouvres un régime épargne-études quand l'enfant il y a 4 ans, il y a certaines années où tu aurais pu contribuer, mais tu ne l'as pas fait. C'est un peu comme le CELI finalement. J'ai 35 ans aujourd'hui, je n'ai jamais ouvert de CELI dans le passé, je suis au Québec depuis ma naissance, j'ai le droit de mettre combien dans mon CELI aujourd'hui? C'est une question hors sujet, mais 60 et combien? C'est quoi l'espace CELI disponible aujourd'hui? 63 500 si tu étais au Québec depuis 2009 ou au Canada. Donc, si je comprends bien, un étudiant qui est recruté par un collège américain ne peut utiliser les REA. La réponse, c'est oui, il peut utiliser les REA parce que c'est un collège américain, c'est une université américaine. Mais s'il va jouer prep school, disons, ou high school, qui est l'équivalent de cégep ici, il ne peut pas utiliser l'argent du REA. Mais s'il va, disons, à Division 2 aux États-Unis au hockey, bien, il est admissible à retirer l'argent parce qu'il ne déménage pas pour toujours. Là. Il va faire sa session là-bas. Oh, merci. OK. Donc, est-ce que Mme Harvey avait un enfant qui irait... Donc, on a dit les droits accumulés.
Pour accumuler des droits, là, disons à l'âge de 7 ans, mais les premières années de vie, il n'accumulait pas de droits de cotisation. Okay. Donc, lorsqu'il devient résident canadien, ce qui fait en sorte que, disons que je décide d'ouvrir un régime épargne-utile à l'âge de 4 ans, l'enfant est né ici, bien, de 0 à 0, 1, 2, 3 et 4, j'accumulais les droits de cotisation. Donc, même si je contribue ici, je serai en mesure d'aller récupérer des années passées. Donc, 2500 vont en droits de cotisation. Comment ça fonctionne? Les droits disponibles à la naissance, 2500, je n'ai pas contribué. Là, il va s'accumuler. Il est reporté à plus tard. À l'année 1, 2500, reporté, etc. À l'année 4, je décide de dire, OK, pour l'année courante, j'ai droit à 2500, mais je décide de mettre 5000 $. OK? Bien, le premier 2500 va couvrir l'année courante, puis l'autre 2500 va aller diminuer le pot du 10 000 de 2500. Ce qui fait en sorte que pour venir récupérer les années passées, je fais 4 coups de 5000, je tombe à 0, puis là, je peux mettre 2500. Puis si jamais je décide de mettre juste 1000 $ à une année donnée, bien là, il y a 1500 qui retournent en droit de cotisation, qui sont reportés. Ben oui, donne la subvention. Sinon, ce serait pas aussi intéressant. Donc, si le revenu familial se situe dans les... Okay? Donc, c'est seulement le premier 500 $. On a la même chose au niveau du bon d'études canadien. Ça, il y a certaines conditions. Plus tu as d'enfants, moins ton revenu doit être élevé pour avoir droit. Plus ton revenu doit être élevé pour être disqualifié, finalement. Fait que tu peux gagner 60 000 $ en revenu familial, mais si tu as 5 enfants, tes enfants se qualifient aussi au bon d'études canadien. C'est pas lié aux cotisations, fait que souvent, les clients reçoivent des lettres comme quoi vous êtes admissible au bon d'études canadien. La seule chose que vous avez à faire, c'est ouvrir un régime épargne-études, fournissez la lettre, puis le gouvernement va verser 500 $ plus 100 $ pour toutes les années antérieures où ton revenu familial se serait qualifié en bas de ça. Fait qu'on a des gens qui ouvrent des régimes, ne déposent pas, puis ils reçoivent 1000 $. Normalement, oui, c'est 100 $ pour établir le contrat, sauf que dans le cas comme celui-là, on n'exige pas de dépôt quand c'est pour le BEC. Surtout quand le client reçoit la lettre, on n'exige pas de dépôt pour établir le contrat. Si on parle de ça, c'est pas juste si tu reçois la lettre, mettons que tu rencontres une femme monoparentale, tu vas là, c'est l'assurance, c'est excellent, tu peux offrir un... Ben oui, absolument. Puis tu peux même dire, toi, si tu n'as pas l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Tu sais, mets les cadeaux de Noël là-dedans, les allocations familiales. Tu sais, les prestations fiscales pour enfants, il y en a beaucoup qui disent, ah ben je vais mettre ça là-dedans. Fait qu'il y en a beaucoup, puis les montants sont assez intéressants aussi pour dire, regarde, tu peux contribuer, mais si tu arrêtes, mais le bon d'études, si tu qualifies l'année suivante, tu vas continuer de l'avoir. Ben, c'est un peu plus, dépendamment du revenu, là, ça peut varier de quelques dollars, là. Mais grosso modo, ça c'était 2017, mais ce revenu-là a augmenté un petit peu. Ouais. Une fois ton revenu. En partant. L'année où tu le demandes. L'année que tu le demandes, ouais. ton revenu doit être inférieur. C'est ça. Si jamais ton mettons qu'il est en congé, puis cette année fiscale-là, tu as 500 $. Okay. L'année d'après, mettons que tu as gagné 40 000 toute ta vie, puis là, soudainement, tu gagnes 90 000, puis tu décides d'ouvrir un régime épargne-études. Malheureusement, c'était pas le bon timing. OK? Donc, tu as le 100 $ plus. Le gouvernement est assez gentil pour venir reculer dans le passé en disant c'est pas juste pour le 100 $ pour les années futures, c'est pour toutes les années passées. Est-ce qu'il y aurait eu quelques années où tu te serais qualifié depuis la naissance de l'enfant? Et si la réponse c'est oui, tu te serais qualifié 4 fois, bien, il verse 500 plus 4 fois 100. Fait qu'il verse 900. Fait que tu n'as pas déposé une scène dans le régime, tu as déjà 900 $. Ça devient... Ben, ouvre-le. Ouvre-le, au moins tu vas avoir ça. Au Québec, 10 %. Donc, indépendamment de ton revenu, on a la même notion de récupération de droits accumulés qui est ici. Et finalement, l'incitatif québécois majoré, dépendamment des braquettes de revenus, il y a encore une fois une subvention additionnelle qui est versée. Mais quand vous faites une projection, parce qu'avec notre logiciel, vous pouvez projeter combien ça va donner. Si vous parlez au client, vous dites c'est quoi ton revenu familial, puis Priscilla le dit, si jamais la mère est en congé de maternité, puis le père gagne 50 000 par année, fait que là, mettons que tu gagnes 80 000. Si tu fais ta projection avec un revenu de 80 000, bien, tu vas avoir des subventions additionnelles ici. Là, ça va faire, mettons, un beau montant de projeté à la fin.
Que finalement, là, maman retourne au travail, le revenu dépasse 90, tu n'as plus les subventions additionnelles. Puis à la limite, si tu l'avais mis en bas de 40 000, tu mets un bon d'études canadien, c'est 2 000 au final. Là. Que finalement, c'est pas en toute la projection que tu m'avais faite. Moi, je vous suggère de projeter à 30 de base. Parce que ça, c'est évolutif. Là. Si pendant 17 ans, tu as droit à les subventions additionnelles, plus le BEC, puis que finalement, ce n'est pas le cas de l'année 2, ben, il me semble que c'est pas. J'irais plus défensif un peu au niveau de la projection plutôt qu'y aller offensif. Donc, une question? Oui, c'est l'année de cotisation. Donc, les subventions versées pour le rattrapage, ils tiennent compte du revenu familial au moment de la contribution et non pas l'année que tu veux récupérer. Okay? Sauf que les subventions additionnelles, on l'a vu, c'est le premier 500 qui est bonifié dans les subventions additionnelles. Fait que si tu tombes dans, je mets 5 000, puis tu as un revenu de 40 000, parce que tu as eu un héritage ou peu importe, tu as trouvé de l'argent, bien, ce montant-là, le 4 500 excédentaire, ne recevra pas plus que le 30 de base de toute façon. Et quand tu fais du rattrapage, ben, tu n'as pas les subventions additionnelles parce que tu dépasses les 500. Donc, dans un régime épargne-études, je contribue aujourd'hui. La subvention, elle rentre quand? Au fédéral, elle rentre habituellement 1 mois et demi après la cotisation. Okay? Donc, tu contribues en septembre. En octobre, nous, on envoie l'information au gouvernement. Puis fin octobre, habituellement, le gouvernement verse la subvention fédérale. Okay? Ça, c'est pour la subvention et le bon d'études canadien. Au niveau du provincial, c'est un petit peu plus compliqué parce que le gouvernement fédéral, vous voyez, à tous les mois, il travaille pour donner des subventions. Mais si on tombe dans un régime avec des gens du Québec, ben, ils vont prendre avril-mai. Habituellement, les gens font leur déclaration de revenus. C'est là que le gouvernement établit les montants pour les subventions. Fait que surprenez-vous pas, si vous contribuez en janvier, vous mettez 2 500 $. Le fédéral, 20 à 500, va rentrer un mois et demi après. Mais il va falloir attendre jusqu'au mois de mai l'année d'après pour avoir le 10 provincial. OK? Ça, c'est les règles du gouvernement. Ensuite, dans le fond, c'est les cotisations nettes. C'est important de retenir que c'est les cotisations nettes. Là. Parce que si vous faites un dépôt et un retrait dans la même année, vous avez un administratif québécois, fait que vous venez disqualifier le 10 Donc, souvent, on dit aux gens, attendez au 1er janvier l'année d'après pour retirer les cotisations du régime, sinon vous allez perdre, disons, 500 $ sur 5 000 de cotisations. Fait que des fois, 500 $ pour attendre une couple de semaines, ça vaut la peine d'attendre. Donc, le revenu de placement. Le revenu appartient par défaut aux bénéficiaires, sauf qu'on l'a vu tantôt, on peut payer le revenu de placement et les subventions à qui? Aux souscripteurs. C'est non imposable tant qu'il n'y a pas de rachat, puis ça sera imposé dans les mains de l'enfant. C'est la règle générale. On va avoir 2 modes d'utilisation. En fait, c'est pas vrai. Si l'enfant n'est pas inscrit à l'école, il faut faire une différence. Hein? Pas de problème. C'est vrai? Oui, ça va pas l'air apprécié tant que ça. On va commencer par quand il y a des retraits pour études postsecondaires. Donc, dans le cas des études postsecondaires, ce qu'on considère comme des études à temps plein, c'est combien d'heures semaine? C'est 10 heures par semaine pendant au moins 13 semaines. Des sessions de cégep, DEP, ça rentre là-dedans. On parle de limite de 5 000 $ lors de la première demande. Je vais faire un exemple. On fait un autre exemple. J'ai 10 000 de cotisation dans mon régime, j'ai 3 000 de subventions, puis j'ai 2 000 de revenus de placement. J'ai 15 000 $ dans mon régime. 10 000 de cotisation, 3 000 de subvention, puis 2 000 de revenus de placement, j'ai 15 000 $. Lors du premier retrait, j'ai le droit de retirer combien? Est-ce que j'ai le droit de vider mon compte? Est-ce que je peux retirer tout, le mettre à zéro? Ben encore là, il y a beaucoup de monde qui ont vendu des régimes épargne-études qui ne connaissent pas cette règle-là. Le 5 000, ils pensent que c'est 5 000 total. Oui.
Mais tu peux vider ton compte. Là. Dans le cas, tu as 15 000 de valeur totale, mais 10 000 de cotisation, tu peux retirer 10 000 de cotisation. Oui, oui, mais je veux juste faire du renforcement à ce qui a été dit. Parce que quand vous allez vous réécouter et vous donner les bonnes réponses, au fur et à mesure, ça va être comme j'étais là, j'ai tout écouté. Mais souvent, les gens commencent à retirer là-dedans, qui ont vendu ça il y a 10 ans, 15 ans, des régimes épargne études, font comme oh, on est limité à 5 000 la première demande, mais là, l'enfant, là, il va étudier en région ou l'inverse, il va étudier en ville. Puis là, ça prend de l'argent. Là. Ils ont dit hey, on est juste 5 000 la première demande, voyons donc, il faut que tu achètes un char, puis etc. Mais toutes les cotisations que tu as mis 40 000 de cotisations dans ton régime, tu peux leur retirer 40 000 d'un coup, plus 5 000. Tu peux retirer 45 000. Ça, c'est important. Ça va être à l'examen. Non, c'est pas vrai. Il n'y aura pas d'examen. Si tu étudies à temps partiel, c'est 12 heures de cours par mois, puis la limite va être un peu plus faible. Par exemple, c'est 2500. OK? Preuve d'inscription obligatoire. Donc, question. Si vous avez un enfant qui a 18 ans, puis il dit sais-tu quoi, papa, j'ai aucune chance d'aller aux études postsecondaires, ça ne me tente pas. Pourquoi l'envoyer? Il est inscrit, c'est la preuve d'inscription. Nous, on dit pour payer, ce n'est pas une preuve de réussite scolaire qu'on demande. C'est une preuve d'inscription. Et non de. On dit preuve de fréquentation scolaire, là. Preuve d'inscription. OK? Qu'est-ce qui est admissible? DEP, programme au moins de ces 3 semaines, mais ça va être du temps partiel. C'est du niveau postsecondaire obligatoire. Dans le cas où moi je déménage, je m'en vais, je ne veux plus rien savoir de toi, mais là, il y a des sommes dans le régime épargne études. Si l'enfant ne poursuit pas d'études, puis il n'y a pas de petit frère ou petite sœur, ou à la limite de cousin pour essayer de transférer ça dans un familial à grand-papa toujours vivant, ben, il faut que le REE existe depuis 10 ans. Fait que si vous avez ouvert un REE quand l'enfant avait 5 ans, ben, l'enfant à 21 ans, vous allez pouvoir dire parfait, on peut retirer le revenu accumulé. Les subventions vont toujours retourner au gouvernement. Ça, c'est immanquable. Là. Si l'enfant ne poursuit pas, tu ne fais pas un retrait pour PAE qu'on appelle études postsecondaires, paiement d'aide aux études, c'est-à-dire tu n'as pas le droit à la subvention. La mécanique, c'est les cotisations, évidemment, là, sont retournées aux souscripteurs sans impôt, mais disons que tu as accumulé 5 000 de revenus de placement. Ce 5 000-là va être imposé pour le souscripteur. Puis il va être imposé à son taux à lui, puis il va avoir une pénalité additionnelle de 20 %. Pas 20 % de l'impôt que tu aurais normalement payé. 20 % sur un exemple de 5 000 de retrait PRA, là, revenu accumulé, c'est 20 % de 5 000. Ça fait 1 000 $. Tu as un impôt additionnel de 1 000 $. Si tu es à 43 % d'impôt ou à 47, plus 20, tu tombes à 67. Si tu es à 53 % d'impôt, plus 20, tu es à 73 % d'impôt sur le 5 000. Fait que ça fait mal. C'est pour ça que la mécanique, c'est de transférer au REER pour éviter l'impôt additionnel qui est là. Ça, c'est pour avoir bénéficié d'un abri fiscal, pour avoir bénéficié d'un revenu sur une subvention que tu n'aurais pas eu le droit. Ça, c'est la pénalité pour dire tu n'aurais pas dû. Ben, c'est ça que ça veut dire. Tu n'es pas obligé d'y aller, c'est pas ça le point. Là. Le point, c'est de dire, nous, là, quand on paye, là, ouais, ben c'est ça. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit résident. Mais savez-vous quoi? Mais je vais vous le dire franchement, là, les cas où on va être obligé de faire du PRA, c'est quand on se ramasse avec un régime épargne-études qui est en place. Mettons, tu l'as parti à l'âge de 2 ans de l'enfant, puis à l'âge de 7 ans, tu as complètement scrappé le plan parce que ça ne marche plus, tu as besoin d'argent. Tu as tout retiré le capital. Le revenu va rester dedans. C'est là qu'on va comme utiliser le PRA. C'est que le revenu de placement, il ne peut pas être retiré avant 21 ans ou 10 ans de régime. Puis dans certains cas, ils vont aussi, tu peux ne pas retirer l'argent pour ton bénéfice à toi, mais tu peux faire un don à l'établissement scolaire de ton choix. Personnellement, ça fait 10 ans que je suis à l'industriel, je n'ai jamais vu quelqu'un faire un don à l'institution scolaire de son choix. Les seuls dons qu'ils ont fait, c'est d'inscrire leur enfant, puis il n'est jamais allé. Ça va bien? Notre offre actuelle,
1000 études plus se rapproche le plus d'un régime, disons, bancaire, fonds mutuels, valeur mobilière. Donc, tout ce qui est, disons, flexibilité du régime, on le retrouve là-dedans. On a accès à un familial et un individuel. Aucun investissement annuel obligatoire, donc le PAC n'est pas obligatoire. Si on veut juste déposer des cadeaux de Noël, on peut le faire. Si on veut établir un PAC, on peut le faire. Si on veut arrêter le PAC, on peut le faire aussi. L'offre de fonds est très complète. Là, on a notre liste au complet de fonds disponibles, que ce soit la même liste, les REER, les CELI, les FRV, c'est la même chose disponible en régime épargne-études. On a une garantie de base 75% sur les fonds. La structure de commission, c'est la même que le programme épargne-retraite, qui est notre plateforme de fonds distincts. Fait qu'on a les 4 modes de rémunération que vous connaissez peut-être. Frais de rachat au client, sans frais, donc c'est la commission de suivi seulement. Puis on a 2 modes de rémunération qui est un peu différent des autres, mais là, de plus en plus, les assureurs se ramassent avec des modes chargeback, clawback, récupération de commission, ou le mode B, dépendamment de où vous faites affaire. Là. Fait qu'on a aussi le mode récupération 3 ans, récupération 5 ans. Et ça va vous prendre un profil d'investisseur si jamais vous prenez ça. Diploma, ça, c'est un produit que certains conseillers apprécient particulièrement parce qu'il y a une grosse paye. Okay? Ça va vous payer le gaz pour vous rendre. Okay? Par contre, il faut quand même discipliner le client, c'est pour qu'on vous paye, il faut que le client s'engage à mettre un montant d'argent. Fait qu'il va avoir. C'est un contrat. C'est un engagement que le client prend de mettre au minimum 25 $ par mois pendant au moins 17 ans jusqu'au 31 décembre du 17 ans. On investit automatiquement l'argent dépendamment de l'âge de l'enfant. Donc, les premières années de vie, c'est dans le diplôme qu'on appelle primaire, qui correspond à l'âge du primaire. Puis, tranquillement, on va transférer l'actif. On va sécuriser, dans le fond, le diplôme secondaire. Pas de profil d'investisseur vu qu'on ne choisit pas les investissements. Garantie 100-100, fait qu'on a une possibilité d'avoir une garantie 100-100 là-dessus. Structure de commission différente, parce que contrairement à recevoir, disons, un pack de 100 $ par mois qui va vous verser 4 $ à peu près de commission, pour le même 100 $ par mois, vous pouvez recevoir jusqu'à 850 $ de commission en partant. S'il arrête en chemin, ben, ça ne marche plus, il va y avoir des pénalités pour lui. La pénalité maximale, c'est 9 contributions. 9 fois 100, c'est 900. OK? Mais l'âge maximum, c'est 14. Puis je pense que, je veux juste à m'assurer qu'en. OK. La rémunération diplômée est là. Fait que plus l'enfant avance en prenant pour acquis que le client va continuer. Oui, mais c'est ça, on va. Exactement. Je veux juste aller au boni, ce sera pas long. Les deux fonds, on se ramasse beaucoup marché monétaire puis obligations. Puis voici pourquoi les gens vendent bien Diploma. Parce que tu sais, tu présentes Diploma avec une restriction, avec un engagement PAC, un peu des menottes au client, puis de l'autre côté, tu as mes études où tu peux faire ce que tu veux. Bien, c'est quoi le nanane que j'ai de m'engager pour mettre une contribution? Bien, c'est que tu as un boni jusqu'à 15 % de toutes les cotisations. Fait que si le client s'engage à mettre 20 000 $ dans toute la vie du régime par PAC, puis l'enfant est en bas de 5 ans, bien, c'est 15 % de 20 000, c'est 3 000 $ de boni qui est versé. Okay? Donc, ce qui est non négligeable. En sachant que le client récupère 15 % en plus, vous avez une belle commission, bien, souvent, c'est un incitatif pour les gens qui ne veulent pas en offrir en disant « Moi, c'est pas vrai que je vais offrir un régime épargne-études à 4 $ par mois de commission. » Fait que pour ceux qui ne veulent pas offrir de régime épargne-études ou ne veulent pas offrir de diplôme, ben, moi, voyez-le comme un hybride entre les deux. Au lieu d'offrir juste mes études ou pas de REE pantoute ou juste un diplôme, ben, on peut offrir un profil. Faites le profil d'investissement 60-40. Ben, mettons un engagement. Le client dit Moi, j'ai le budget pour mettre 100 $ par mois. Fait que 100 $ par mois, si vous le mettez tout dans le diplôme, puis le client, il a un deuxième enfant, là, vous dites, ben là, il faudrait 200 $ par mois. Le 300 $ par mois pour un troisième enfant, il va dire à un moment donné, non, ça suffit. Fait que sur un budget de 100 $ par mois, pourquoi pas mettre 25 $ là-dedans, qui va correspondre à la portion revenu fixe, disons, du portefeuille. Même si le budget du client il est 100, vous pouvez mettre 25 dans le diplôme. 25 $ dans le diplôme, c'est le montant que le client ne doit pas mettre moins que ça. Le client il a plus de chances de continuer 25 $ par mois pendant 17 ans que 100 $.
On peut toujours réduire, mais il y a une pénalité sur la réduction. Oui. Est-ce qu'il y a des dépôts Forfaitaire? Oui. Les dépôts forfaitaires vont aussi avoir leur propre boni. Fait que si vous faites un dépôt forfaitaire à l'âge de 6 ans, de 1 000 mais ce 1 000 $-là va avoir un boni de 12 % en plus du boni sur l'engagement PAC. OK? Donc, ce produit-là, si vous me dites, moi, je fais déjà des régimes épargne-études, puis c'est pas vrai que je vais faire diplôme, parfait. Mais si vous me dites, moi, je fais pas de régime épargne-études, c'est pas payé diplôme pour une partie du budget du régime épargne-études. Parce qu'il n'y a rien de mal à ouvrir 2 régimes. Un diplôme pour 25$, puis un Mes études plus pour 75$, quitte à, disons, arrêter le 75$ si jamais le budget est plus limité. Mais au moins, vous allez avoir un boni de 15$, plus les subventions. On parlait, maintenant, tu donnes 100$ pour un autre enfant, il faut que tu mettes 200$. C'est ça, c'est parce que c'est individuel? Oui. Fait que si tu veux mettre la même affaire pour le deuxième enfant, il faut que tu mettes le même pack. Tu ne peux pas diminuer le pack. Tu peux le diminuer, mais tu vas être très pénalisé. OK? On va te charger 9 packs de pénalité. Mais si vous demandez mon opinion personnelle, là, puis je suis enregistré, là, si vous me dites, je suis mieux avec un diplôme qu'avec une fondation où il me charge des gros frais en partant, bien là, tu sais, diplôme, il n'y a pas de frais tant que tu respectes ton engagement. Si tu vas avec un collectif, habituellement, là, la manière ça fonctionne, tu as un frais d'adhésion qu'on appelle. Fait que si tu t'engages à acheter, disons, 10 unités, puis le frais d'adhésion est 200 $ par unité, tu as 2000 $ de frais à acquitter en partant. Bien, en fait, dans la façon dont habituellement ça fonctionne, là, mettons que tu as un frais de 2000, frais d'adhésion de 2000, dans le prospectus, il est marqué que 100 % des premières cotisations vont servir à acquitter les frais jusqu'à concurrence de 50 % du frais. Fait que tes 10 premiers packs de 100$, là, ils s'en vont puncher à subvention, puis ils s'en vont. Fait qu'après un an, tu as la moitié de deux cotisations. Tu as un pack qui est dans ton régime, plus les subventions, puis la balance, c'est d'impoche du représentant qui a vendu ton contrat. Après ça, pour le dernier 1000, ils vont l'acquitter à coût de 50 % du pack jusqu'à temps que le 2000 soit payé. Il y en a, les frais de sortie, il n'y en a pas. Tu les as payés en partant. C'est tes cotisations nettes. Si quelqu'un dit, je vais arrêter mon université, je vais m'en aller avec toi. Oui. Tes frais, tu les as déjà payés de toute façon. C'est des cotisations nettes qui sont transférées. Puis aussi, tu vas perdre les revenus sur les cotisations qui n'apparaissent pas sur ton relevé dans le passant. OK? Donc, tes transferts. Tes transferts. Il va te rester les subventions, les revenus, ces subventions, puis tes cotisations nettes. On va le voir tantôt. Est-ce que j'ai un avantage à transférer un collectif vers un régime individuel? Ouais, sinon, je ne perdrais pas du temps là-dessus. Sinon, je ne perdrais pas du temps là-dessus. Êtes-vous correct pour continuer ou là, on peut prendre. C'est assez lousse, là, le café est servi. Moi aussi, je vais en prendre un autre pendant ce temps-là. Mais y a-t-il des questions? Y a-t-il des gens qui ont appris rien ou quelque chose? Je vais commencer par quelque chose. Mais là où ça devient intéressant, c'est là. Personnellement, là, on a mis la table. C'est un cours 101 sur le régime épargne-études. Mais là où ça devient intéressant, c'est de dire comment est-ce que je fais pour tirer mon épingle du jeu en disant aux clients, sur les 90 fournisseurs de régime épargne-études, je pense que j'ai le meilleur. Pas parce que j'ai le meilleur rendement, pas parce que j'ai le meilleur service, mais parce que je vais t'en donner plus pour ton argent. Après cela, on peut changer pour mettre la deuxième présentation. Ouais. On a une question? Non? Oui, non? OK, c'est les gens se répondent entre eux autres. Oui, j'ai comme réalisé que tu réponds. OK, c'est un chat room. Okay, c'est pas les questions, c'est un chat room. Okay. On va les laisser en privé. Ah oui, puis là-dedans, vous allez avoir un calcul de si jamais tu augmentes ton pack dans le diplôme, qu'est-ce que c'est quoi l'impact que ça a sur le boni. Fait qu'on va calculer que c'est comme si tu avais pris un nouveau contrat. Si tu fais l'inverse, puis à l'âge de 16 ans, tu décides ton pack de 100$, tu le mets à 25$, ton nouveau boni, là, ça va être sur 25 total. OK? Puis personnellement, mieux vaut partir un pack plus bas pour voir si le client a les moyens de l'affaire que l'inverse. OK? Bon, stratégie numéro 1. Là, on a vu que pour atteindre le maximum de subventions, il faut que je mette 36 000 $ dans mon régime. La moyenne, c'est 100$ par mois.
Donc, vous comprenez que la majorité des régimes ne seront pas maximisés parce que si tu as 18 ans de contribution à 100 $ par mois, tu n'arrives pas à 36 000. Donc, comment est-ce que je fais pour maximiser mon régime épargne études? Le prêt régime épargne études. Là, dans la notion de prêt, là, tout le monde est un peu, hein, c'est un prêt, je dois de l'argent, c'est pas aussi intéressant que ça l'est. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des prêts REER ici? Un prêt REER, c'est quoi? J'emprunte 10 000 $. Je mets 10 000 $ dans mon REER. Disons que j'ai 40 % de retour d'impôt, 4 000 $. Qu'est-ce que je fais avec mon 4 000 $? Je m'en vais dans le sud. C'est pas ça, je m'en vais dans le sud. Je m'en vais dans le sud. Avec mon retour d'impôt de 4 000, mettons, j'essaie d'éclairer mon prêt. Il me reste un solde de 6 000 à payer. Quel argent j'utilise pour rembourser mon prêt REER? L'argent déjà imposé de mes poches pour rembourser. Au final, mon prêt de 10 000, il m'a coûté de l'intérêt. Il m'a coûté combien, mon prêt? Donc, il m'a coûté 12 000 $. Il m'a coûté 2 000 d'intérêt. Pour avoir eu combien? Pour avoir eu 10 000 dans mon REER. Ça m'a coûté 12 000 pour avoir 10 000 dans mon REER. Là, il faut que je pense que ça va faire du rendement à l'abri de l'impôt puis que je vais le décaisser. Fait que si tu fais un investissement CPG dans un prêt REER, es-tu la meilleure idée de la Terre? La réponse est non, parce qu'il faut que tu penses faire plus de rendement que ce que ça va te coûter. Un prêt régime épargne études. J'emprunte de l'argent. Je le mets dans un régime épargne études. Quelle somme que j'utilise pour rembourser mon prêt? Est-ce que j'utilise l'argent dans mes poches déjà imposées? Ou je peux reprendre l'argent puis rembourser mon prêt? Parce que si tu fais ça avec un REER, là, tu retires ton REER pour payer ton prêt, tu as de l'impôt à payer. Fait que la beauté de ça, c'est de dire, moi, je suis capable d'aller chercher plus de subventions. On va faire un exemple facile. Même pas le prix, on va voir. Non, c'est la beauté dans tout ça. Un petit rappel, tout ce qui est une contribution retourne aux parents. Fait que logiquement, vous avez un régime épargne études, votre enfant a 17 ans là. Vous n'avez pas maximisé, trouvez-vous de l'argent pour 3 mois. Si vous avez du manuvillien ou une marge hypothécaire ou un beau-frère qui veut payer de l'argent, si vous empruntez 4 000 $ à votre beau-frère, tu vas dire à ton beau-frère, je te rembourse en janvier quand je vais retirer l'argent. Fait que là, votre 4 000 $, vous allez le mettre dans le REE, la subvention va rentrer, vous allez retirer en janvier le 4 000, vous allez faire quoi? Vous allez rembourser le beau-frère. Si le beau-frère il est fin, il va vous dire, regarde, paye-moi une bière ou paye-moi 100 $ pour l'intérêt. Ça t'a coûté combien finalement? 100 $ pour faire 30 % de subvention sur 4 000, donc 1 200. Ça te coûte 100 $ faire 1 200. Ça, c'est un rendement zéro. On va voir l'impact que ça a, en sachant que la cotisation, c'est l'argent que tu vas mettre qui va être utilisé pour rembourser ton prêt. Donc, le prêt, la façon dont ça fonctionne, ça permet de doubler tes avoirs, tout simplement. Au lieu de mettre 36 000 $ de tes poches pour maximiser les subventions, on a besoin de la moitié, 18 000. De l'effort du client qu'on l'exige, c'est la moitié. Si tu fais la première moitié, nous, on peut faire l'autre moitié. Parce qu'on prête 100 % de ce que tu as mis. Si tu as mis 5 000 dans la vie du régime, je peux te prêter 5 000, comme on dit en bon français, ça gueule sans jamais valider ta capacité de remboursement. OK? Fait qu'on va pouvoir te prêter 5 000 $. On va aller plus vite là-dessus, mais je vais vous montrer un exemple parce que je pense que c'est ça qui est. Ah, aucune enquête de crédit aussi, c'est pertinent. Donc, comment ça fonctionne? Un REE sans la stratégie d'emprunt, parce que c'est 99 % des régimes épargne-études sont sans emprunt. Je contribue, le gouvernement contribue, je fais du revenu de placement, l'enfant va à l'école, les parents récupèrent l'argent et l'enfant, normalement, reçoit le fruit des subventions et des revenus de placement. Si je fais une stratégie d'emprunt, tous les montants qui ont été contribués par le parent, ils vont recevoir une subvention, ça va faire du revenu de placement. Là arrive l'éléphant qui dit, moi, je suis prêt à financer exactement le même montant que tu as mis dans ton régime. Fait que je te double tes cotisations. OK? Sur les cotisations de l'industriel, le gouvernement ne fait pas de distinction, l'argent vient de où? On va verser une subvention. Donc, vous avez l'argent de l'industriel, la subvention du gouvernement, puis tout ça va faire quoi? Du revenu de placement si vous l'investissez
dans les fonds distincts. Ça fait du revenu de placement. Une fois que mon enfant arrive à l'école, le parent récupère son argent, Industriel va récupérer l'argent qu'il t'a prêté. Fait qu'on récupère tout simplement le même montant. Puis là, on va récupérer de l'intérêt sur l'emprunt. Au lieu de te l'exiger en cours de route, là, à chaque fois, chaque mois, l'intérêt, on va le capitaliser. On va dire à la fin, vous empruntez 10 000, on récupère notre 10 000, puis ça a coûté 1 500 d'intérêt. On va aller le prendre dans tes cotisations. Au lieu que tu récupères ton 10 000, tu vas récupérer 8 500. C'est très réaliste comme chiffre. Je vais t'en montrer un, là. Comment qu'on contrôle ça, l'argent est chez nous? On est premier remboursé. On a un certain niveau de contrôle. Quand je dis ça de main, on a la bourse, les cordons de la bourse, puis on a la main aussi. Fait qu'on est pas mal. Sauf que, qu'est-ce qui reste pour l'enfant ou son parent, parce qu'on peut payer le parent? Il reste la subvention sur le prêt, le revenu de placement sur le prêt. Fait que là, on vient de créer un effet levier instantané. Parce que, tu sais, je pourrais vous dire aussi, emprunte sur ta maison, mets ça à la bourse, on espère que ça va prendre le bon bord. Tu sais, c'est moins winner qu'une stratégie en disant, à rendement zéro, inquiète-toi pas, tu fais de l'argent. OK? On fait un exemple. C'est ça. C'est ça. Fait qu'au niveau budget client, là, il mettait 100$ par mois, il continue à mettre 100$ par mois. L'exemple qu'on avait ici, l'enfant est âgé de 0, je mets 100$ par mois, j'ai 100 000 de revenus familial par année, donc c'est la subvention de base, et je fais un rendement de 5 %. Je fais vieillir tout le monde, incluant les parents. J'ai mis 21 400 dans mon régime. C'est gratuit pour de la carte de crédit. Elle est gratuite, la formation. J'ai 6 420 de subvention, donc 30 % de ça. Et mon revenu de placement, voyez-vous, à 5 %, le revenu est assez intéressant sur 17 ans. Donc, sur tout ça, est-ce que j'ai maximisé mes subventions? La réponse est non. C'est 10 800, puis c'est 36 000 qu'il faut que je mette dans mon régime. Donc, comment est-ce que je ferais? Ça, c'est n'importe qui offre un régime épargne-études. Là, tu vas à la caisse, à la banque, fonds mutuel, tu mets 100$ par mois, tu fais 5 % de rendement. C'est ça que tu vas faire. Si j'arrive ici et dis, ah, je vais faire un prêt régime épargne-études, mais moi, là, je ne veux pas nécessairement jouer l'argent que je prête. Là. Fait que je vais le prêter à la plus loin possible à la fin du régime pour minimiser l'intérêt. Moi, ce que je veux, c'est la subvention. Je ne veux pas faire du rendement en plus nécessairement, je vais aller récupérer. Fait en sachant que tu mets juste 1200 par année, il y a des années où il y a 1300 qui s'accumulent en droits accumulés, comme on a vu tout à l'heure, ce qui fait en sorte que tu peux aller récupérer 5000 $ total. C'est pour ça que le logiciel l'a calculé, lui, en disant, parce que le logiciel calcule ça en passant, là, vous avez un illustrateur qui vous montre l'avantage du prêt versus j'en fais pas. Le logiciel a considéré que pour maximiser les subventions tout en payant le moins d'intérêt possible, voici ton scénario d'emprunt que tu devrais faire dans ton régime. Tu empruntes 3200 à 14 ans, 3800 à 15, 3800, 3800, ce qui fait en sorte que comme ça, normalement, ta subvention devrait être à 10 800. Comme de fait, j'étais à 10 800. Ah, mes contributions, tantôt, tu es à 21 000, c'est ça? 21 000 quelque chose? Pourquoi il est plus bas? Parce qu'on s'est remboursé là-dedans. On a déjà considéré qu'on est remboursé. C'est la portion d'intérêt que tu nous dois sur l'emprunt est déjà calculée. De quoi ça a l'air? Le détail. J'avais mis 21 400 du client. Je t'ai emprunté 14 600. 14, 15, 16, 17. Ça fait 14 600 d'emprunt. Je suis allé générer une subvention de 4 380 sur mon 14 600, donc 30 %. J'ai maximisé ici. On fait abstraction du rendement pour tout de suite. J'ai fait 0 de rendement, disons. Okay? Ça me coûte de l'intérêt à 4,2 %. Ça m'a coûté 906 $ d'intérêt. C'est mon coût d'intérêt, là. C'est 4 ans. J'en ai un à 14 ans qui a attendu 4 ans. J'en ai un autre qui a attendu 3 ans. J'ai 4 ans d'intérêt, 3 ans d'intérêt, 2 ans d'intérêt, 1 an d'intérêt sur le montant. Ça m'a coûté 906 d'intérêt pour générer 4 380 à rendement zéro. Et là, vu que mon investissement a rapporté 5 % aussi, j'ai fait 1409 de rendement, et ça m'a coûté 906. À rendement zéro, j'ai généré combien? J'ai généré plus de 3 400 $ à rendement zéro. Ben, c'est un peu ça que je pense. Non, mais si je compare, tu sais, fait que finalement, dans un régime,
Je fais un prêt versus pas de prêt. On voit la différence entre les deux. J'ai créé combien dans l'exemple? Ma valeur ajoutée, c'est de 4 883. Fait qu'à la question de dire qu'est-ce que tu as à m'offrir de plus que ce que j'ai à la banque à 5 de rendement, mais chez nous, si on fait 5 de rendement, c'est 4 800 $ de plus. Oui. Si tu as la moitié du chemin de fait, on fait l'autre moitié. Tu sais, idéal. Mais là, on l'a vu, l'idéal. Là, dans ce cas-là, c'est le plus tard possible. Dans certains cas, le plus tard possible pour que tu minimises ton intérêt. Mais l'inverse, là, vous avez un client qui a un profil, mettons, audacieux ou équilibré, disons. On va le voir. Avec un prêt, j'ai juste emprunté 8 851 là. OK? Sauf que j'ai commencé à emprunter aussitôt que je pouvais. OK? On va voir l'exemple ici. Là. Excusez, je vais juste reculer. Finalement, il n'est pas là, mon exemple. OK. J'allais chercher 2655. Fait que moi, l'année en partant. Parce que moi, je considère que si je génère 5 de rendement, puis ça me coûte 4,2 d'intérêt, je fais plus de rendement que l'intérêt que ça va me coûter. Donc, c'est l'effet levier. Tu sais, je t'emprunte une pièce. Exactement. Donc, le but, c'est de dire, c'est quoi le rendement qu'il faut que je fasse pour battre 4,2 de taux d'intérêt? Mais oui, j'emprunte 100 pièces, je te dois 4,20 par année d'intérêt à intérêt composé. Fait que le réflexe des gens, c'est de dire, ben là, si tu fais plus que 4,2, tu es correct. Oui, mais sur l'argent que je t'ai emprunté, je fais 30 fait que j'ai 130. C'est quoi le rendement que je dois faire sur 130 $ pour battre 4,20? La réponse, c'est 2,7. Fait que si vous faites plus que 2,7 de rendement, ben, c'est logique de le faire au début, dès le possible. Non, c'est sur 15 ans. Non, mais j'ai maximisé la valeur de mon REA, j'ai généré plus de valeur. Parce qu'il faut comprendre que je n'ai pas pu prêter 15 000 $ parce que moi, je ne peux pas prêter sur mon intérêt d'emprunt. Parce que l'intérêt sur mon prêt vient gruger ma capacité d'emprunter. OK? Donc, si à l'année 1, je mets 1 000 $, je peux emprunter 1 000 $. Mais mon 1 000 $, il y a déjà de l'intérêt. Là. Mettons, je dois 42 $ d'intérêt. Si l'année prochaine, je mets 1 000 $, je peux emprunter 1 000 moins 42 $. OK? Moi, il faut que je garde mon ratio de 1 pour 1, mais mon intérêt sur l'emprunt vient gruger ma capacité d'emprunter. Il n'y a pas de paiement, là. Ah, OK, si tu augmentes ta contribution. Oh, oui, mais on ne va pas te prêter. Ou, logiquement, la personne pourrait dire, je n'augmente pas mon paiement, mais je te fais un petit chèque de 42 $ par année à l'industriel pour payer l'intérêt pour être paix d'esprit. Fait qu'on peut matcher. Exact. On peut matcher ça de même. Tu payes l'intérêt par année. Mais nous, c'est comment est-ce qu'on fait pour, sans demander un surplus du client, d'aller chercher le maximum? C'est soit en faisant dès le début ou en limitant l'intérêt. Sur l'extranet, vous pouvez le faire. Il y a outil d'illustration REA, puis on va vous obliger à passer par la section prêt. Puis on va vous présenter les deux scénarios. Là. La section prêt, là, ça va être continuer sans le prêt ou maximiser les subventions ou minimiser l'intérêt. Vous avez les deux scénarios avec la valeur ajoutée. Fait que dépendamment du rendement que vous comptiez faire, ça va vous suggérer un ou l'autre qui est le meilleur. Fait que ça, vous l'avez déjà. Fait que là, on voyait ici, c'est ça. Le 1 000 $ que j'ai, ça donnait 1000. Puis là, on voit les emprunts diminuent parce que la portion intérêt, je ne peux pas emprunter dessus. OK? Donc, au lieu d'emprunter à la fin, j'emprunte au début. Mais si jamais j'ai un client qui a les moyens de le mettre, le 2500 par année, là, la stratégie d'emprunt, est-tu bonne pour lui? Logiquement, là. Oh, mais moi, j'ai moyen de le mettre 2500, là. Je l'ai, je vais le mettre. Je ne veux pas payer de l'intérêt. J'ai-tu un avantage à dire, tu sais, si vous avez un client qui a de l'argent, puis que la différence entre moi, je mets 2500 en fonds mutuel, si je mets 2500 avec toi, là, on s'entend que si j'ai un fonds fidélité avec un rendement moindre parce que tu es en fonds distinct, pourquoi j'irai avec toi? L'emprunt pourrait être intéressant, même si le client il a les moyens de le mettre. Pourquoi? T'es-tu mieux d'investir 2500 dans un régime épargne-études ou
1250 dans un régime épargne-études, matché avec un prêt de 1250, plus 1250 dans ton REER, qui va te donner un retour d'impôt de 450$ que tu vas mettre dans ton CELI. Mais le budget, le but, c'est de dire, pour atteindre le 10 800, il faut que je mette 2500 par année. Mais si je te dis, avec industriel ou avec moi, tu n'es plus obligé de mettre 2500, tu peux mettre 1250. Fait que pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu viens de sauver? Tu viens de sauver 1250 de budget par année pour faire d'autres choses avec. Fait qu'au lieu d'avoir 2500 qui rapporte 750, donc tu es à 3250 d'investissement, j'ai 1250 plus 1250. Fait que j'ai 3250 là, plus un petit 1250 de REER, plus un petit 500 de CELI. Fait que j'ai beaucoup plus d'argent qui rapporte sans changer le budget de mon client. Fait que ça devient intéressant en disant, le client qui a fait un investissement, vous rencontrez un client qui avait beaucoup d'argent, qui a mis 2500 par année en fonds mutuels. Ça fait 10 ans qu'il contribue 2500. Il est rendu à 25 000. Vous le rencontrez. Qu'est-ce qu'on peut dire à un client comme celui-là? Tu as fait un effort de 2500 par année pendant 10 ans. Tu peux arrêter de contribuer. On va transférer à l'industriel, puis c'est l'Industrialliance qui va faire le bout qui manque. Pendant ce temps-là, tu viens de sauver 2500$ par année. On va faire d'autres choses avec ton argent. On va accoter les cotisations transférées d'ailleurs. Non, le but, c'est de dire, si la stratégie d'emprunt existe, ça vous permet de doubler ce que le client a mis ou d'utiliser 2 fois moins d'argent. Dans ce cas-là, on pourrait faire, il y avait le contrat de 25 000. Oui, transfert. On le transfère. Il ne fait pas de dépôt. Il ne fait pas de dépôt. Il fait juste des prêts. Juste un prêt de 2500. Par année. Par année. Oui. Pendant ce temps-là, tu viens de sauver 2500, c'est 200$ par mois. Y a-t-il besoin d'assurance, le client? Y a-t-il besoin de REER? Y a-t-il besoin de rembourser des dettes aussi? Tu sais, le client dit, hey, c'est 30%, je laisse ça à la table. Là. Moi, j'ai un prêt auto à 9,5 parce que c'est un usageux, donc j'ai une carte de crédit à 12,15. Claire ta carte. Mais tu vas avoir des subventions quand même. Ou, j'ai volontairement, moi, j'étais au courant de la situation, fait que j'ai décidé de mettre 2500 dans mon REE, mais je n'ai pas de REER. Arrête de contribuer au REE, le prêt va faire le travail pour les subventions. Pendant ce temps-là, mets 2500 par année dans ton REER. Oui. Puis tu arrives avec un client en disant, tu sais, l'effort que tu as mis, là. Tu sais, versus, laisse ton argent en fonds mutuel, mets ton 2500, mais je vais te demander un effort de mettre 200$ par mois d'une police d'assurance. Le budget du client vient d'augmenter. C'est qu'il n'y a aucun régime épargne-études qui ne fit pas avec une stratégie comme celle-là parce qu'il y a quelque chose à faire avec l'argent. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, c'est disponible. Puis on prête, comme je dis tantôt, sans enquête de crédit. L'intérêt n'est pas exigible avant la fin. Puis ça n'apparaît pas au dossier de crédit. C'est 4,7 aujourd'hui. Non, mais c'est comment on fait pour rentabiliser tout ça. Là qui est rendu, je vais peut-être aller. Je vais-tu y aller tout de suite? Okay. Pour créer le concept, vous avez un espace conseiller, comme vous dites tantôt. Dans mes outils applications, vous avez l'outil REE. Fait que tout est disponible là. Fait que ça, vous l'avez, l'outil d'illustration. Ça, je pense les imprimes écran. Ouais, ça, vous remplissez l'information. On choisit mes études plus ou diplôme. Puis une fois arrivé là, on établit notre montant que je mettais. Dans le fond, je vous refais l'exemple que je vous ai fait tantôt. Illustré. Puis là, on va vous demander là, pour demander, choisis ton scénario. Tu veux-tu les subventions le plus rapidement possible ou tu veux attendre à la fin pour. Ton intérêt ici, c'est 6 000 $, mais je génère quasiment 10 000 $ de rendement. Ici, mon intérêt est 906 $. Fait que ça devient. C'est toi qui choisis. Puis ça, c'est pas un engagement que le client prête à faire un prêt à l'âge de 14 ans. Là. C'est 5. C'est le même 5. Non, tu choisis que tu l'aies commencé à l'année 1. L'effet composé des rendements est important.
Fait que vous avez l'illustration comme ça qui vous dit c'est quoi la valeur J, ça te coûte combien? 906, tu génères 4300, c'est un no-brainer, puis pourquoi on ne l'a pas pensé avant? Vous avez déjà vendu des régimes épargne études? Vous en avez en vigueur? Avez-vous des prêts de fait? La réponse, c'est souvent non. T'sais, sur les 140 000 contrats régime épargne études qu'on a, il y en a peut-être 5 000 qui ont des prêts. Là. Vous avez une opportunité. Certains m'ont dit en même temps, ouais, mais Fred, il y a des âges. Mettons, je tombe sur un contrat de l'industriel, c'est un régime épargne études, ça va me coûter 1,05 pour acheter le contrat. OK, 1,05 de 10 000, ça fait 105 pièces. Si tu fais un prêt de 4 000 qui va donner 160 pièces de commission, ça vaut-tu la peine de transférer à ton nom, faire un prêt dedans? La réponse est oui. Puis l'autre question, c'est de dire, en sachant que cette stratégie-là existe, combien de générer? Là, la valeur est là. Tu vas générer 4 883. Si tu rencontres un client qui est dans un collectif, puis si tu transfères, là, ça va coûter 2 500 pièces à ton client. C'est les frais de, mettons, 2 000 puis 500 pièces de rendement perdu. Ça vaut-tu la peine de transférer? Si tu ne savais pas que le prêt existait, il fallait que tu te vantes la flexibilité d'avoir un régime individuel ou familial versus un collectif, lié par un engagement. Mais tout ça ensemble, là, ah oui, puis je te donne un bon service. Ça ne change pas que j'ai perdu 2 500 pièces en partant. Le régime, il me reste 8 000 une fois transféré, parce que j'ai perdu 2 000. OK, 8 000, tu peux emprunter 8 000. Tu n'es pas obligé d'emprunter 8 000 d'un coup parce que c'est 2 fois 4 000, disons. 8 000 d'emprunt à 30 ça fait 2 400. Sur l'argent qui est transféré, tu viens de faire 400 pièces de plus que si tu étais resté là-bas de toute façon. Puis là, tu avais un budget de 100 pièces par mois. Tu veux-tu encore garder le même budget? Ben là, tu vas le baisser à 50, on va faire des emprunts futurs aussi, puis pendant ce temps-là, tu viens de sauver 50 pièces pour acheter de l'assurance, puis là, couvrir ta famille. Utilisez ça, là. Le budget REA, il est déjà en place. Soit que vous le doublez le budget, ou vous utilisez 2 fois moins d'argent pour avoir le même résultat au bout. Parce que tu sais, c'est pas ce qui est le plus payant. Là. Quoi que transférer un REA, le plus gros REA transféré, c'est 167 000 chez nous. Il y avait 4 enfants, puis là, ça a été, écoute, tu as contribué pendant un bon bout de temps, on va arrêter cela, on va faire des prêts de 20 000. 160 000 pièces de transfert. C'est pas parce que le REA, il y a beaucoup d'argent dedans que la stratégie d'emprunt ne se prête pas. Là. Fait qu'il y a de l'ouvrage pour tout le monde là-dedans. Chaque fois que vous tombez sur un régime épargne-études, ben, vous pouvez me lâcher un coup de fil, voir, y a quelque chose à faire avec ça. Parce que la journée où tu transfères un REA de 30 000, tu peux faire 1000 pièces de commission facilement. Là. Plus les prêts, plus l'argent que tu viens de sauver, plus le budget, etc. Je ne passerai pas sur celle-là. Tu peux-tu aller à la 4, s'il vous plaît? Ah ben, il faut que tu retombes sur le fait. Ouais, c'est ça, il faut que tu scrolles quasiment jusqu'en bas. Là. Ah, vas-y. Encore plus bas. Encore plus bas. On dit, il y en avait du stock là-dedans. OK, encore plus bas, un petit peu. Ouais. OK, encore un peu plus bas. Tout à l'heure, soit que je maximise mes subventions, je double mes cotisations dans mon régime, ou j'utilise moins d'argent pour arriver au même résultat. Hein? Ça marche pas? Ah! On s'excuse pour ce petit contretemps. Si on fait projection, ça marche pas. Mais si on recommence, voir ça va-tu marcher? Là, on fait juste le diaporama. Ouais, mais on l'a fait ça, puis ça n'a pas. OK. On va laisser comme ça. Tu vas être obligé de. Non. Sûrement moyen de. C'est donc l'autre, voir. La 82.
si on projette avec le... OK, mais tu l'avais fait en bas là? Tu l'avais fait là? Ah! On s'excuse de ce qu'on... Hey! Hey! Je sais rien, toi, là. Ben oui. Là, on l'a vu tantôt, c'est pas qu'on utilisait du budget pour maximiser les subventions ou peut-être utiliser moins d'argent pour arriver au même résultat. Fait que pourquoi pas en offrir plus que la compétition en disant, écoute, pour ton 100 $ par mois, au lieu de te donner juste un régime épargne-études, je vais te donner d'autres choses. Puis on va voir, est-ce que ça s'équivaut finalement, même sur des emprunts, de l'intérêt puis les valeurs qu'il y a dedans. Pourquoi ne pas utiliser le budget pour offrir d'autres choses? Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai prévu un budget de 100 $ par mois, encore une fois. Puis, j'ai fait la promesse de rendement de 4 %. Fait que ça, c'est si vous prenez un client qui se dit, bon, je suis allé voir telle institution financière, à 4 % ça donne 40 194. Es-tu capable de faire mieux que ça? Oui, je fais 5 % de rendement. Ouais, mais c'est pas sûr, c'est pas réaliste, dans le sens que si vous voulez travailler des pommes avec des pommes, on compare votre 4 % avec leur 4 %, ça reste 4 % là. Mis à part que je vais t'appeler plus souvent que l'autre puis que je vais donner un bon service, qu'est-ce que j'ai de plus? Ça donne 40 194. On va regarder si jamais on fait une stratégie de REE pour, on l'a vu tantôt, je pouvais te doubler. J'allais chercher 4 800 $ de plus avec mon 100 $ par mois. Mais là, au lieu d'y aller avec, je augmente tes cotisations pour aller chercher plus de subventions, je vais baisser ma cotisation. Au lieu de mettre 1200 par année, que l'autre t'a demandé de mettre pour atteindre les 40 000, je vais te demander juste 75 $ par mois au lieu de 100. OK? Puis je vais te présenter une stratégie super intéressante, c'est d'aller faire des emprunts pour aller chercher des subventions additionnelles. Puis là, comble de malheur, ça arrive à combien ici? Oh, 34 668. L'autre m'avait promis 40 100. Là, tu vas aller avec l'autre. Mais tu as sauvé 25 $ par mois. Si on compare les deux, soit que je mets 100 $ par mois à l'autre institution financière, j'accumule 4 194. Ou, si je vais avec toi, je suis à 34 668, mais je viens de sauver 25 $ par mois. Martin, t'es trop vite. Ben là, il était marqué concept REE plus maladie grave. OK, il n'est pas rentré. Ça s'en vient. Donc, il y a un manque à gagner de 5 562. Regarde bien. Qu'est-ce qu'on peut offrir pour 25 $ par mois? 300 $ par année. On assure qui? L'enfant. C'est un beau cadeau à faire. On peut assurer l'enfant qui est âge 0. On peut acheter, tenez-vous bien, 21 300 $ de capital assuré. Pas du temporaire, c'est du permanent. Puis l'option 20, pourquoi? C'est un payable en 20 ans. 20 paiements. 20 paiements maladie grave coûte 21 300. 0. J'ai mis, en fait, cet exemple-là avait été fait avec... c'est dans ces eaux-là. Je ne veux pas me mêler, mais c'est parce que mon remboursement de prime, il risque de commencer plus de bonne heure avec... parce que ça, c'est un exemple qui avait été monté avant nos changements de maladie grave. Mais dites-vous que les prix restent sensiblement les mêmes. Là. Le but, c'est de dire, pour 25 $, je m'achète combien d'assurance? C'est ça qu'il faut retenir là-dedans. Là. Puis, pourquoi tu as mis un remboursement de prime 100% après 20 ans? Oh, mais s'il l'utilise... Vous avez vendu beaucoup de police Sun Life, vous, dans votre... Ouais, tu restais couvert? OK. T'es vendu aussi Sun Life? OK. C'est bon. Voyez-vous, ici, la police est libérée après 20 années de paiement. J'ai payé 6 000 $ de prime. Mon remboursement flexible des primes est à 6 000. Là, vous en vendez de la maladie grave. Là. Normalement, là, faisons abstraction de Sun Life. Ta maladie grave, là, quand tu veux ton remboursement de prime, qu'est-ce qui arrive avec ta maladie grave? Elle tombe. Pas la nôtre. OK? Pardon? Bon, la nôtre, là, on peut emprunter 95 % de la valeur de remboursement de prime sans mettre fin à la protection. Un avance sur contrat. Là, je fais un aparté sur de l'assurance, mais si vous avez de l'assurance du T75 avec split dollar, avec propriété partagée, ben, dites-vous que ça, c'est pas juste bon pour les polices pour enfants. Là. Quand vous avez un remboursement de prime flexible chez nous,
puis le remboursement des primes au décès, ça vous permet d'emprunter 95% de la valeur. Fait que ça, par rapport à la compétition, je vous dirais que c'est un gros avantage. Là. Versus ton remboursement de prime de 1, il est souvent 0 jusqu'à 15 ans, puis il tombe à plein montant. Mais là, tu peux emprunter 95% de la valeur de remboursement de prime. En fait, on te donne le capital assuré moins l'emprunt que tu as fait. C'est pas proportionnel, parce que des fois, tu veux la moitié de ton remboursement de prime, on ampute la moitié de ta prestation. Là, c'est, tu empruntes 5 800, tombe malade, c'est 21 000 moins 5 800 plus intérêt. OK? Donc, la beauté dans tout ça, c'est de dire, hey, j'ai 6 000 $. Tantôt, j'étais à combien? Oups. Il me manquait combien tantôt? Ah, il me manquait 5 500. Là, j'ai 6 000 de disponibles ici. Tu sais, si je veux mettre fin à ma police, je peux mettre fin à ma police. Si je veux l'emprunter 95%, ou, on l'a vu tantôt, je n'ai pas maximisé avec mon 75 $ par mois, je n'arrivais pas à maximiser mes subventions. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire un prêt à l'âge de 15 ans et aller mettre ça dans le quoi? Dans le régime épargne-études pour avoir des subventions. Fait que si on le voit comme ça, la maladie grave te coûte 30% moins cher. Là, on parle pour parler, puis je t'ai enregistré, fait que je vais tout lancer au complet. Là. Si tu fais un prêt maladie grave, tu mets dans le régime épargne-études. C'est une cotisation au régime épargne-études. J'ai un prêt régime épargne-études qui peut être basé sur une cotisation provenant de la maladie grave. On me suit, là? L'argent qui vient de la maladie grave, je peux faire un prêt REA par-dessus. Fait que là, ça devient là, 60% moins cher. Plus j'ai mes valeurs. Là. Si je fais mon 34 000 de tantôt plus mon 6 000 ici, je suis à 40 000. Versus, j'ai juste un REA ailleurs. Ici, j'ai un REA plus 21 000 de maladie grave. Fait que si ça arrive quelque chose à l'enfant, au moins, il y a 21 300. Si on y va avec un paiement rapide, c'est ça qui est disponible. Si je décidais d'y aller avec un T75, je pourrais avoir 26 730. J'ai un remboursement de prime après 15 ans. Donc, on voit pour la même prime, j'ai plus de capital assuré, mais je paye tout le temps. D'accord? Je ne paye pas pendant 20 ans. Puis, encore une fois, à l'âge de 18-19 ans, j'ai encore mon 6 000 $ qui est là. Mais j'ai plus de capital assuré. Ensuite, je continue. Je prends 4 maladies. Je peux aller chercher presque 36 000 de capital assuré, remboursement de prime aussi. Vous comprenez le principe? L'idée, c'est qu'est-ce que je suis capable d'offrir de plus pour le même budget. Fait que si on fait un récapitulatif, mon 100 $ par mois à 4 % de rendement n'importe où dans l'industrie me donne 4 194. Si jamais je décide d'y aller avec le 1200, même budget, REA 75 par mois, la maladie grave 25 par mois, j'arrive à 39 528 de valeur totale. OK? À l'âge de 18 ans. Je continue. Je prends cette fois-ci un T75 au lieu d'un T100. Je suis à 4068. Et je prends le 4 maladies. Je suis à 4068. Fait que finalement, est-ce que vous pensez qu'un client est mieux d'y aller avec un REA seulement ou une stratégie comme celle-là? Ben oui. Question? Oui. Il est à peu près à 4,3. Oui, parce que ce n'est pas un emprunt sur police universelle où on veut éviter que tu nous remettes l'argent dedans puis faire des taux garantis. Là. Donc, les taux d'emprunt sur police ici, c'était dans le coin de 4,3. C'est très raisonnable. Donc, dites-vous, là, vous ne vendez pas juste un REA à 4 $ par mois. Là. Vous vendez 300 $ de prime en assurance plus une stratégie REA. C'est beaucoup, hein? Oui. Il va se capitaliser dans ton remboursement. Puis s'il dépasse ton remboursement, là, la police, ça se termine. Mais tu peux payer l'intérêt en cours de route aussi. Là. Moi, j'ai des gens, parce que je fais de l'assurance aussi dans les comptes nationaux, il y a des gens, qu'eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prennent, mettons, une assurance temporaire, avec un remboursement, mettons, un T75, remboursement 15 ans. Ils payent pendant 15 ans, puis ils arrêtent de payer. Ils restent couverts, parce qu'on fait des avances de primes, ils restent couverts pour 13 autres années. Fait que tu es couvert pendant 28 ans, finalement, pour le coût de 15. Fait que ça peut devenir intéressant. Puis surtout, si tu n'as pas les moyens de payer ta prime pendant un certain temps, là, et nous, le remboursement de prime commence dès la 5e année dans notre nouvelle maladie grave. Le côté flexibilité, c'est pas mal plus intéressant que ça l'était. De toute façon, une fois que tu commences à
Ah oui, tu rembourses après, c'est sûr. Oui, oui, tu le rembourses. Oui, mais l'idée, c'est de dire, tu sais, Fred, t'es compliqué, là, c'est dans 16 ans, je vais-tu m'en rappeler? L'idée, c'est que le client s'en aille avec vous au jour 1. Là. Tu sais, il n'est pas obligé de faire la stratégie plus tard. Là. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent changer, que le client, c'est plus 75 qu'il peut mettre, c'est 150. Là. Il peut le mettre, l'argent. Là. Mais l'idée, c'est que le client aille avec vous, puis qu'au lieu de te casser la tête en disant, je fais-tu un diplôme à 100$ par mois pour avoir une grosse paye, mais là, tu dis, non, regarde, 25$, maladie grave, 300$ de prime annuel, commission de base plus boni, plus un 75$ dans mes études plus, ou diplôme si vous voulez. Donc, comment est-ce que je fais pour que tout le monde soit content? Je pense que c'est une belle stratégie. Ça s'explique bien au client, je pense. Avec le prêt. Si vous présentez le prêt en partant, que votre 100$ devient 200, vous allez avoir de la misère à vendre, le 100 devient 75 plus la stratégie. En puis, question sur le chat, le monde est complètement... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce que les clients sont déjà ailleurs et sont maximisés qu'il n'y a pas moyen de transférer. On peut facilement dire aux clients ce que tu as fait ailleurs, on peut arrêter, puis la suite, c'est Indus qui le fait. Tu viens de sauver tant d'argent par mois ou tant par année. Oui, c'est ça. Même si tu ne l'as pas contribué chez nous, si ça rentre chez nous, on le prête. Le rendement sur les cotisations. Mais tu sais, il y a une stratégie, la numéro 2, là, qui avait beaucoup trop de diapos. C'est une stratégie de récupération de l'argent. On appelle ça le double dip. Là. Quand on est le plus vieux vos études, tu retires l'argent puis tu le redéposes aux plus jeunes. Tu retires aux plus jeunes. Fait que le même montant est subventionné 5-6 fois. Là. Ça, tu ne peux pas le faire avec un collectif. Il y a des UFC, je pense, à la clé. Oui, hein? Oui. Travaille pas pour ça, le monde, hein? Hey, j'ai déchiré la feuille. Non, c'est pas vrai. Elle est pliée, pas pareil. Mettez votre adresse courriel si vous voulez avoir la copie de la présentation, même si, à ce qui paraît, c'est là-dessus. Ouais, on va faire un suivi là-dessus. Any questions? No question. No question, sir. You're good. Fait que merci beaucoup pour ceux qui ont apprécié. Les autres, je suis désolé, vous avez perdu 2 heures de votre existence. Quoique 2 UFC, ça peut devenir intéressant. Mais si vous avez des cas, on est très ouvert à vous montrer comment ça fonctionne. Surtout, le processus 100% électronique vous permet de sauver 1h30 d'ouvrage. Puis des fois, le déplacement, quand vous connaissez le client, ça peut devenir intéressant pour dire on va se faire ça à distance. Merci.